sur France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 dans votre émission Le Grand Forum en ce mardi, nous sommes le 16 juin. Je suis ravi de vous retrouver jusque ces 18h avec votre rendez-vous de liberté d'expression. Beaucoup d'actualités, bien entendu les amis, en ce moment, aujourd'hui, que l'on va commenter avec notre ami Gamal Abina qui est là en ce mardi. Bonjour Gamal. Bonjour les amis. Comment ça va mon Gamal? Bah, moi ça va bien, je parle à une star, donc ça va. Ouais, il n'y a pas de star dans cette émission. C'est vous les stars, c'est vous qui nous regardez, qui nous écoutez. Bien entendu, notre ami Rudy Kazi. Comment ça va mon Rudy? Ça va très bien Christophe. Bon, eh bien, je salue également notre ami DJ Nabil qui est avec nous et notre ami Bouriaki qui est un petit peu à l'extérieur. Salut mon Fifi. Salut Christophe, salut Gamal, Nabil et Rudy, et salut aux auditeurs et aux auditrices et à tous nos amis de la face du bouc. Et je salue notre ami Ethan, qui est le réalisateur en chef aujourd'hui, et qui va assurer demain et de mettre cette émission sous les conseils judicieux de notre ami Bouriaki, qui veille, évidemment. Bon, les amis, information importante parce que ça concerne la famille du LGF. Notre ami Yasser Louati, ce matin a été auditionné dans le cadre d'une plainte déposée par Julien Audoul à son encontre. Il avait rendez-vous donc pour une audition. On lui a signifié une garde à vue et on a appris il y a 1 heure maintenant qu'il en est ressorti. On ne sait pas quelle sera la suite. En tout cas, Yasser Louati, qui nous a fait un peu peur, mais tout va bien. A priori, il est libre et c'est ça qui compte. Donc, on vous tiendra au courant. On l'invitera peut-être demain pour faire le point sur son affaire. Et je pense qu'il va être temps de se mobiliser pour notamment lui assurer une défense convenable, parce que vous savez que les frais d'avocat, ça coûte cher. Les militants n'ont pas forcément les moyens. Vous connaissez, Gamal, Rudy, vous êtes un peu militant aussi de votre côté. Et quand on est attaqué, ça coûte cher et il faut que le soutien s'organise. C'est ce qui va se passer. Bon, sinon les enfants, vous avez peut-être vu Morandini ce matin? Ouais, un petit peu. Bon, alors dites-moi honnêtement. Il y avait quoi sur Morandini? Je sais pas, il paraît qu'il y avait un mec qui ressemble, qui a une belle chemise d'ailleurs aujourd'hui. Plutôt beau gosse, avec des lunettes de soleil, qui était plutôt en plateau, avec 3 personnes qui étaient face à lui, qui avaient envie d'en découdre, sauf que la personne en question n'était pas là pour ça, et elle est arrivée tranquille, en toute sérénité, en faisant passer des messages. C'était l'essentiel. Ah d'accord, ok. Ça, c'est ce qui correspond a priori à ce que j'ai vu. Ouais. Bon, formidable. Alors dites-nous juste en un mot, parce que dites-moi d'ailleurs si vous avez regardé les amis sur Facebook, France Maghreb 2, Christophe Le Grand Forum, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi j'accepte toutes les critiques. Évidemment, il est très facile de pouvoir débriefer après. Et moi j'ai évidemment à chaque fois que je passe sur ce genre de plateau, j'ai des regrets en me disant j'aurais pu faire ci, dire ça, dire ceci, voilà. Mais voilà, étant passé. Moi, je me suis trouvé, en tout cas, c'est l'attitude que je tenais à avoir, c'est-à-dire assez calme, mais en même temps en faisant passer des messages. J'étais pas là pour en découdre avec qui que ce soit. J'étais quand même sur ma défense au cas où, mais tout s'est plutôt bien passé. Mes interlocuteurs, en l'occurrence Jean Messia, étaient plutôt déstabilisés dans le sens où ils s'attendaient à ce que je l'attaque. Et il aime, en fait, ce genre de personnage adore se faire passer pour une victime. Il est tombé sur la mauvaise personne en ce qui me concerne, donc tant mieux. Sinon, en un mot, Gamal, ça a été? Ça a été très bien. Jean Messia m'a fait rigoler parce qu'apparemment il a un problème avec les chameaux, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est très beau un chameau. Mais oui, tu as été très bien parce qu'il faut quand même voir que l'émission, le format n'était pas favorable dans la mesure où tu as quand même le politologue qui était clairement frontalement opposé à toi avec un discours ridicule. Comme quoi, par exemple, il volait des motos quand il était jeune devant le commissariat. C'est un politologue. C'est vrai que je n'étais pas au courant qu'il allait être en plateau, celui-là. Et je l'ai trouvé hyper condescendant, finalement, pour un politologue et rempli de clichés. Ouais. C'est un politologue engagé. C'est pas quelqu'un de quand on est politologue, quand on est un peu sérieux, on s'élève au-dessus du débat. On n'est pas partisan. En l'occurrence, il était partisan et clairement à charge contre la banlieue. À l'entendre parler, les banlieusards sont contrôlés par la police parce qu'ils sont délinquants, ce qui est quand même très facile. C'est pas très sérieux. Ensuite, Jean Messia, il est dans son rôle, il veut se faire accepter parce que il est d'origine égyptienne, il n'est pas né en France. C'est un fils de bourgeois, ambassadeur. C'est pas n'importe qui, c'est un type qui vit dans les beaux quartiers, donc il connaît absolument rien à la banlieue aussi. C'est un beau théoricien, c'est un gars qui aime le clash.
Mais effectivement, tu as bien fait de ne pas lui servir la soupe parce qu'il ne mérite absolument pas de clash. En tout cas, je peux vous dire une petite confidence, les enfants. C'est que ce soit Jean Messia ou Julien Audoul, que j'ai eu l'occasion, avec qui j'ai eu l'occasion de débattre, je peux vous dire que on dirait qu'ils sont très habitués des lieux. Voilà, je peux pas vous en dire plus, mais ils sont croyez-moi que très habitués des débats aussi. Hein. Non, très habitués des lieux, en l'occurrence de cette émission. Voilà. Mais pas que. À un moment donné, Julien Audoul, je crois que c'était juste après l'affaire où il avait interpellé la dame voilée là au Conseil général là. Ouais. À un moment donné, il passait pas mal dans les médias à cause de ce coup de projecteur. Et puis après, il y a eu un coup d'arrêt, je pense un petit peu avant les élections municipales, tu vois. Mais tu n'as pas compris ce que je voulais dire, Rudy. C'est qu'ils sont très habitués. Voilà, ils sont vraiment chez eux là-bas. Ouais, ils ont leur serviette, sur l'habitude. Non, mais j'ai compris, hein. J'ai compris, mais mais pas que sur CNews, hein. Pas question. Bon, ouais, alors, mon Fifi, t'as pas l'air d'être bien aujourd'hui. Il est coupé son micro. Ouais, j'ai connu. Ouais. Bon, tu sais que t'es en train de... D'habitude, t'es sur le terrain. Il y a une manif, en ce moment, une grosse manif. Et l'ambiance est extrêmement tendue. Il y a des incendies en cours. Ça gaze de partout, paraît-il. Il y a 200 à 300 individus qui sont venus en découdre avec la police. La situation est quelque peu en train de dégénérer à Paris. On suivra ça de près, les amis. On va parler évidemment de ce qui se passe à Dijon parce que c'est aussi l'actualité. Et les médias s'emparent aussi de cela, voulant nous apporter sur un plateau un problème communautaire entre Tchétchènes et Maghrébins. On en reparlera évidemment avec vous. Il est 16h18. On va faire quand même notre petit quiz dans un instant en rapport avec l'éphéméride puisque nous sommes évidemment, vous le savez, le 16 juin. Quelques questions à vous poser. J'ai fait attention en les préparant parce que notre ami Gamal qui est là est très à l'affût, évidemment. Il a raison de ce que je vais pouvoir poser comme question. Et bien, réponse dans un instant, les amis. On se fait la pub tout de suite, comme ça on s'en débarrasse. Et puis on est de retour très vite avec vos appels au 01 40 33 9000. Venez me dire ce que vous avez pensé de cette prestation télé où on a encore offert, j'ai envie de dire, une belle vitrine à France Maghreb 2 aujourd'hui. Je dis ça, je dis rien tout de suite. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Voilà. Eh oui. Alors, bah oui, Gamal, c'est vrai que ça a été un bel espace quand même. Le Grand Forum, France Maghreb 2, c'est bien ça. C'est une belle publicité, ça fait plaisir, ça permet de faire augmenter l'audience de la radio. Puis surtout, tu t'es très très bien débrouillé, tu n'as pas une posture partisane. Tu as été équilibré, tu as dit ce qui fâchait pour certains, ce qui arrangeait pour d'autres. Mais quoi qu'il en soit, tu t'es élevé largement, et là je te rends hommage là-dessus, tu t'es élevé au-dessus du débat ou de la polémique qu'ils ont essayé de provoquer à de nombreuses reprises se concernant sur le racisme anti-blanc, sur le sale gaulois, sur l'histoire des délinquants par essence, sur l'histoire de dire que tu es le porte-parole de la famille Assa Traoré, alors que c'est pas vrai, hein, tu n'es pas le porte-parole évidemment. Non, tu prends une position de journaliste et tout. Mais le problème des médias aujourd'hui, et de ce genre de débat, Rudy me faisait la réflexion, et il n'était pas le seul d'ailleurs, c'est que on vous met dans des cases. Si vous voulez participer à des débats, moi on m'avait pas prévenu. Moi j'ai jamais dit que j'étais le soutien de la famille Adama. Je soutiens toutes les familles de victimes comme toute personne censée. Hein, comme j'ai répété sur le plateau, c'est une famille qui demande justice. Simplement, il faut pas chercher plus loin. Le passé des délinquants de cette famille ne nous regarde pas. Et si c'est à la justice de faire son travail dans ce domaine, il se trouve que là il y a une famille qui demande justice et vérité. Ça fait 4 ans que ça dure. Il faut que ça cesse et que la vérité soit apportée à cette famille, qu'elle puisse commencer à faire leur deuil. Et s'il y a effectivement eu un contrôle abusif, au-delà d'être abusif, un contrôle qui a dérapé dans les locaux de la gendarmerie, eh bien, ça doit être puni. Le problème, c'est que les policiers, les gendarmes agissent en toute impunité aujourd'hui, et c'est ce qui pose problème. Voilà. Maintenant, on a peut-être voulu aussi à un moment m'embarquer dans un sujet comme quoi la police serait raciste, etc. Et je voulais pas rentrer là-dedans parce que d'abord je le pense pas. Je pense que la police n'est pas raciste, qu'il y a des racistes au sein de la police comme il y en a dans tous les corps de métier, et que c'est cette minorité agissante qui fait parler d'elle et qui salit finalement ce beau métier qui est policier, qui est là pour protéger les citoyens. Donc voilà.
j'ai tenté de faire attention parce que vous savez, Gamal, tu le sais, toi qui passes régulièrement à la télé, on a tendance à très rapidement t'attirer dans des pièges dans lesquels il faut absolument pas tomber parce que après, voilà. Bon, ceci étant, eh bien, vous pouvez nous apporter vos commentaires. Je suis preneur. Alors c'est marrant parce que quand j'ai annoncé mon passage dans l'émission, il y avait plein de commentaires en disant défonce-le, tout ça, machin. Je suis pas là pour ça, les amis, moi. Je suis pas un guerrier, hein. Moi, je suis un homme de paix. Moi, j'y vais en paix, les enfants. Voilà. Bien que parfois mon tempérament démontre le contraire, mais non, mais je suis tout à fait en paix et voilà. Par contre, il y a un argument, Christophe. Oui. Que tu as développé sur lequel je suis pas d'accord avec toi et je donne les arguments, hein, d'accord. Tu as parlé de la question, parce qu'il t'a enfermé aussi dans la question de la police qui doit être armée par rapport à la question des Tchétchènes. Le problème, c'est que moi, je pense que l'arme à feu ne doit pas être autorisée dans la police, parce que, Dieu merci, on est dans un pays où il n'y a pas d'arme à feu ou très peu. C'est une réalité, même s'ils mettent des images en avant, il n'y a pas grand-chose. Et je prends pour exemple simple, c'est un peu comme la peine de mort. La peine de mort est appliquée aux États-Unis. Est-ce que ça fait reculer la criminalité? Non. Et les armes à feu sont utilisées aux États-Unis. Est-ce que c'est pour autant ça fait reculer la criminalité? Non plus. Alors qu'en Angleterre, les policiers sont sympas et n'ont pas d'armes à feu à disposition. C'est-à-dire qu'ils peuvent en avoir parce qu'il y a des camions pour ça. Mais sur eux, ils ne les prennent pas. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des dérapages. Parce qu'on peut tuer quelqu'un, une balle dans le dos. Par exemple, le frère d'Amal Bentounsi a subi ça. Et beaucoup d'autres avant lui. Et le fait de dire qu'il faut les armes à feu, non, il faut des armes de défense. Je veux dire, une lacrymogène, c'est largement suffisant. Un tonfa, c'est largement suffisant. Et encore, faire attention avec le tonfa. Mais l'arme à feu, pour moi, c'est déjà trop pour des hommes qui sont mal formés. Oui, et d'ailleurs, j'ai parlé de ce problème de formation de la police, hein, qui on retire d'ailleurs de plus en plus de temps. Les temps se réduisent, et donc on a forcément des policiers qui sont beaucoup moins bien formés sur des choses très importantes. C'est un petit peu d'ailleurs comme l'éducation nationale, hein, c'est le même problème que rencontre le 93 et d'autres quartiers. On est de retour, les enfants, en direct à l'antenne avec... Allez, on retrouve l'équipe de Christophe. Oui, mon Nabil. Effectivement, on est là. Effectivement, en direct à la radio sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum. On va parler actu et vous allez pouvoir nous appeler au 01 40 33 9000. Mais avant tout, on va un peu se détendre et revisiter un petit peu les événements de l'actualité de ce 16 juin avec notre ami Nabil, qu'on met à l'antenne. Voilà. Oui, je suis là. Gamal Labina, Rudy Kazi, Philippe Boyaki. Et vous aussi qui nous regardez sur France Maghreb 2, sur Christophe le Grand Forum. Je vous invite d'ailleurs à partager cette émission, votre espace de liberté, qui doit être à tout prix connu de tous, pour que, évidemment, vous puissiez en profiter, parce que c'est vous, et directement les acteurs, vous avez les chroniqueurs, mais vous êtes aussi acteurs dans cette émission. N'hésitez pas à nous appeler, à commenter, à interagir, et en partageant un maximum, les amis, sur vos Facebook. N'hésitez pas. Première question. Qu'est-ce qui devient obligatoire en France en 1881, qui est gratuit et neutre? L'école. L'école, effectivement, Boyaki, l'école primaire, loi de... Tueur. Non, loi de Jules... Ferry. Ah oui, bah voilà, c'est ça. Sauté, hein, j'entendais pas, mais j'ai pas entendu la question. D'accord. J'ai pas entendu la question, ça a sauté. Bon, Philippe Boyaki, je te demandais qu'est-ce qui devient obligatoire en France en 1881? L'école primaire. Deuxième question. Qui est nommé chef du gouvernement en France le 16 juin 1940? Pétain. Pétain est une excellente réponse, mon Gamal. Le général Pétain. Bonne réponse. Qui devient... le maréchal Pétain. Oui, maréchal Pétain. Mais il a dit Pétain, ça va. Je lui accorde quand même, Philippe. Tu t'en conviens. Non, mais toi, t'as dit le général. Rien du tout. Oui, maréchal. Oui, t'as raison, pardon. J'entends pas les questions. Comment ça, t'entends pas les questions, Rudy? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça coupe, en fait. Quand tu parles, ça coupe, en fait. Il y a des césures et tout. Qui devient ministre des Finances en 1969 c'est pas grave. en France? Barre. Non, ce n'est pas Barre. Giscard. Giscard est une excellente réponse. J'ai une bêtise. Giscard, qui deviendra également président de la République, Giscard n'ira pas au bout de son mandat. Voilà, évidemment, vous savez pourquoi. Bonne réponse, Gamal. Comment? Giscard, il va jusqu'au bout de son mandat. Giscard, oui, non, je confonds avec Pompidou, pardon. Pompidou, Je absolument. suis un peu fatigué, les amis. Mais Je cherche. De quoi? Non, mais un peu d'histoire.
tu sais qu'en vérité, Pompidou avait une histoire avec Marilyn Monroe. Pompidou. Sérieux? Pompidou. Effectivement. Ok. Eh oui. Eh oui, eh oui. Alors, je cherche un journaliste et commentateur sportif français de football à la télé, mort en 2012. Jean-Michel Larquet. Non, Thierry non, il n'est pas mort, Larquet. Thierry Roland. Thierry Roland. Il l'a Ouais. dit, je crois, c'est Nabil. Ouais, Ah, c'est moi, Il l'a Nabil. dit Nabil. avant. Thierry Roland, Ouais, Nabil, effectivement. Larquet, il n'est pas mort, Philippe. Hein. Voilà. Ah, il envoie aussi pour rien, lui. Euh, Ouais, mais c'est tout comme. non, Thierry non, Roland, arrête, en Algérie, arrête. pour la petite histoire. C'est un pied Ah noir. oui, qui avait fait un petit dérapage sur le. Oui, Un beaucoup. petit dérapage raciste dans les années 80. Vous vous rappelez? Plus sur les Noirs, sur Ouais. les Tunisiens, il y a été. Hein. On sent Ouais. le Mais c'est un rapatrié. point de détail dans l'histoire du racisme français, Christophe. Ah, il paraît. C'est vrai. C'est ce qu'il C'est gagne. vrai. Oui. C'est vrai. Allez, je continue. Je cherche un chancelier allemand qui fut chancelier Kohl. de 82 Helmut Kohl. à Schmidt, 92, Helmut Schmidt. mort en 2017. Helmut Kohl, je l'ai dit. Helmut Helmut Kohl Schmidt. est une bonne réponse. Je J'ai sais dit pas Helmut qui l'a Kohl dit au en début. premier. C'est moi. Dès que t'as dit chancelier allemand, j'en connaissais qu'un seul. Non, non, Enfin, c'est j'en moi connais qui l'ai dit trois. en premier. Gérard Schroeder, Helmut Kohl et Angela Merkel. C'est moi qui l'ai dit en premier. Non, je te jure que non. Bah, fais le replay. Non, non, j'ai dit T'as Kohl dit chancelier direct. allemand, j'ai dit Helmut Kohl. Moi, j'ai dit C'est Kohl pareil. avant toi, mon ami. Moi, j'adore Voilà. quand il s'embrouille. Il a dit Kohl. Dernière question. Non, t'as pas dit Kohl, t'as dit Scotch. Eh, ça va. Il n'y a rien à gagner, les mecs. Hein. Donc, ça a Eh, rien ne à fais pas gagner. une tâche, s'il te plaît. Je cherche Il une n'y a rien à chanteuse. gagner, hein, les gars. Oui, Rudy, il arrive après le. Après... C'est normal, il a pas dit. Ouais, Rudy, il a 0, il dit il n'y a rien à gagner, les mecs. Je Franchement, cherche. Toutes les fois où j'ai gagné les quiz, je suis quoi? Je vais sauter au plafond. Rudy, Mais- je cherche. J'étais tout seul une au quiz. Non, moi, tu gagnes. Taisez-vous. Je cherche une chanteuse populaire française née en 1928 en Belgique. Ah, Mireille Mathieu. Annie Non. Cordy. Annie Cordy. Annie Cordy, très bonne réponse de mon ami Gamal Ah, Abina. Bravo. Ils sont un Quoi truc de fou. Mais t'as Eh, dit mais Mireille c'est Mathieu, partout, t'es c'est sérieux, Philippe? Mais ouais, Mireille Mathieu est française. Tout ce Ah qui est oui. plus français. Elle est née en non, Belgique. non, les Belges, ils sont partout. Oui, les Belges C'est sont bien partout. joué. En Belgique. Ah, Cordy, Brel, il y a du monde chez les Belges. Ils ont Ils plein sont mariés. Ouais. Johnny Annie Hallyday, Cordy. d'ailleurs. Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, ouais. Pour la petite Hallyday. histoire, et un grand penseur français, comme on l'appelait, qui n'est pas français, qui est suisse, c'est aussi, comment on appelle ça Eric Ramadan. Non, non. Alors, on parle d'histoire. On parle d'histoire. C'est Jean-Jacques Rousseau. Il n'est pas français, les Suisses. Non. Décidément, ils sont partout. Bon, les amis, voilà qui est fait, bien entendu, pour ce quiz. Nabil, t'as eu une Ouais. petite bonne réponse, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. On fera mieux tout à l'heure. Yes. Bon, alors les enfants, il faut on parle de l'actualité, de ce qui se passe évidemment à Dijon. Depuis 4 jours, en effet, c'était des violences. Alors que les médias présentent comme des violences communautaires entre Tchétchènes et Maghrébins. Effectivement, ça a l'air assez violent d'après les images, des tirs à la Kalachnikov. Et quand on y regarde bien, tout cela est une guerre de territoire pour un trafic de drogue. Comme je le disais d'ailleurs ce matin, les principales victimes de tout cela, ce sont bel et bien les habitants de ces quartiers-là. Quoi qu'il en soit, le raid est intervenu hier soir pour essayer de mettre fin à ces violences entre deux groupes qui se disputent un territoire et un trafic. Gamal, pas besoin d'y voir du racisme dans cette histoire et pas besoin d'entendre certaines personnalités telles que un certain chroniqueur du Figaro qui n'hésite pas à déclarer quand même que de toute façon les musulmans s'entendent pour se foutre sur la gueule, quoi. Elle est bonne celle-là. On parle de Rio Folding là. Voilà, Alors, c'est ça. Yvan, Ouais, non, Yvan la maline. La malice. Ils vendent le terrible surtout. Ils vendent Yvan le terrible. Bon, alors, rien. Ces idées Gamal. sont pas faites. C'est un type pas très intelligent. Donc quand il dit des bêtises, je veux dire, s'il parle de gens qui se mettent sur la figure, il parle d'ethnie, soi-disant de religion. Bon, je vais pas lui faire l'histoire des guerres de religion, les multiples guerres de religion qui ont émaillé l'Europe durant pratiquement 600 ans. Je vais pas faire l'histoire, même aujourd'hui, du Rwanda, où ce ne sont que des chrétiens entre eux, pas les chrétiens, le Rwanda et puis effectivement les RDC, où ce ne sont que des chrétiens entre eux qui malheureusement se massacrent. Pas pour des raisons religieuses, évidemment. Non, là, on n'est pas, il a mis du religieux, il n'y en a pas. C'est plutôt de l'ethnique et c'est plutôt du clanique. Ethnique, pourquoi? Parce que les Tchétchènes sont réputés pour être de grands guerriers, pas l'oublier.
et qui ne sont pas français, et qui sont très, très communautaires et très familiaux, puisque leur pays a subi une guerre, quand même 300 000 morts. N'oublions pas que c'est quand même un pays martyr. Poutine a fait le travail. Et à côté de ça, on a des jeunes de cité qui font des voyous, des délinquants certainement, des trafiquants, qui ont tapé sur le mauvais cheval. Ça aurait pu être n'importe quelle ethnie, ils sont tombés sur les Tchétchènes, et les Tchétchènes, ils rendent les coups. Donc évidemment, d'un côté, on a des têtes brûlées qui réfléchissent pas, et puis de l'autre, on a des combattants qui viennent d'un pays qui a été ensanglanté pendant quand même 15 ans de guerre. Donc j'ai envie de dire que l'un dans l'autre, c'est une vulgaire affaire de délinquance et de voyoucratie réglée par les armes, et les Tchétchènes en ont. C'est la raison pour laquelle ils ont été obligés d'envoyer des forces de sécurité plus costauds que la police. Mais là, on est dans une simple affaire de règlement de compte entre bandes de voyous type grand banditisme, pratiquement. Voilà, un simple règlement de compte, Rudy, tu partages l'avis de Gamal? Simple règlement de compte, non, franchement, pour que les choses aillent aussi loin, c'est qu'il y a des contentieux. Déjà, je pense qu'à mon avis, ça devait chauffer entre voilà ces différentes communautés tchétchènes et alors je jeunes précise, de quartier, Rudy, tu fais bien parce que je précise que ça a démarré apparemment. Un jeune tchétchène aurait été blessé par justement l'autre bande. C'est ce qui a un petit peu envenimé la situation. Un jeune, pour préciser, c'était un adolescent. Voilà. Après, les tensions entre quartiers, il y en a toujours eu. C'est pas nouveau. Voilà, c'est pas nouveau. Hein. De toute façon, avant même que les Maghrébins ou les Africains ou même Antillais aient débarqué en France, il y avait déjà des soucis. Hein. Il y a qu'à voir l'époque des Apaches à Paris. Enfin, c'était même des fois autrement plus sanglant que ce à quoi on peut assister dans les quartiers. Donc, je dis pas ça pour excuser ce qui se passe, mais je dis ça pour enlever toute forme de genèse à la violence liée donc au quartier et donc aux habitants originaires d'Afrique de ces quartiers, comme si c'était des sauvages et que ils ont apporté en fait la sauvagerie en France. Ces choses existaient bien avant, bien évidemment. Maintenant, effectivement, ce qui est à craindre, c'est qu'il peut y avoir aussi une dérive communautaire derrière, effectivement, mais du côté effectivement des Tchétchènes, c'est logique, c'est une communauté un peu repliée sur elle-même, et d'autant plus que ce sont donc ils sont dans une immigration et donc ils sont en France pour pouvoir, sous forme de réfugiés, donc ce sont des réfugiés politiques même. Quand on entend certains, tu vois que ce sont pas des Français comme les jeunes de quartier qui eux sont nés en France et qui sont français au-delà des débats identitaires qu'on aime agiter. Voilà. Mais l'autre problème derrière, c'est que après, il peut de toute façon le racisme, en fait, il peut exister au milieu de ces choses-là. Je veux dire, c'est pas un problème. Je veux dire, même au milieu c'est pas un problème, c'est un problème. Mais par exemple, même dans nos quartiers, il y a certains quartiers où il y a du racisme entre Noirs et Maghrébins. C'est pas le cas de tous les quartiers, mais il y a certains quartiers où c'est le cas. Où, par exemple, les Noirs, ils vont avoir l'habitude de traîner ensemble, ou les rebelles l'habitude de traîner ensemble. Des fois même, dans la communauté maghrébine, des fois plus les Marocains que d'un côté, les Algériens, c'est pas la panacée, c'est pas partout. Mais s'il y a des tensions donc sur fond effectivement de racisme, etc., il peut le racisme peut ressortir. Maintenant, après, j'aimerais préciser plus sur la question du racisme parce que je rappelle quand même que le racisme, c'est un système donc lié à la hiérarchisation et qui fait en sorte que certains sont écrasés par d'autres et qui ensuite se systémisent et qui créent aussi des inégalités des années durant, ce qu'on voit en fait notamment avec les Noirs par rapport à l'esclavage. Là, s'il y a quelque chose de lié au communautarisme, c'est pas du racisme en soi, c'est plus lié à la xénophobie, c'est-à-dire à la haine par rapport à l'autre, etc. Voilà. Mais donc à mon avis, est-ce qu'il faut que la police mette fin de racisme? Est-ce qu'il faut que la police intervienne et mette fin définitivement à ce règlement de compte? Mais c'est même pas la question que la police doit intervenir ou pas. Bien sûr qu'elle doit intervenir si elle fait son boulot, elle doit y aller. Et c'est vrai que il y a un mutisme déjà de la part de Christophe Castaner en la matière, parce qu'effectivement sur les manifestations qu'on a eues dans le mouvement du mouvement Vérité et Justice pour Adama, il s'est empressé de parler des manifestations des policiers, dont une a priori normalement interdite un soir autour de l'Arc de Triomphe. Suite à ça, il s'est prononcé.
Là, maintenant, on s'attend à ce qu'ils puissent se prononcer par rapport à ça, mais qu'ils ne prennent pas, en fait, que ce ne soit pas une parole politique, qu'ils viennent nous parler de racisme, etc. Non, qu'ils viennent parler d'un problème de deal entre deux bandes, etc. Oui, qu'ils viennent nous parler ensuite d'un problème dans les quartiers lié effectivement à un problème d'exclusion sociale qui, in fine, donne ce genre de situation, parce que l'exclusion sociale donne de la détresse et la détresse donne de la délinquance. Voilà, c'est ça qu'on veut. Qu'il y ait du punitif par rapport à des dérives, mais qu'il y ait ensuite derrière un vrai plan pour pouvoir aider les gens, et pas comme Messia te disait tout à l'heure qu'on a déversé des millions, ça dépend à qui on les donne les millions, et qu'on puisse travailler réellement. Non mais c'est vrai qu'on a déversé des millions depuis des années. Mais bien sûr qu'on en a déversé, mais même sous Sarkozy, le plan Marshall, etc. C'est pas le souci, c'est à qui on donne l'argent. Oui. Alors Philippe. Non, mais le problème, c'est pas les millions. Bouge pas, gamin. Philippe. Je voulais rebondir sur ce que on entend, ce qu'on entend depuis 48 heures en boucle sur les médias d'info. Et d'ailleurs, franchement, j'aurais été Rachid Mbarki hier sur BFM, je me serais auto-vomi dessus. On dit la communauté tchétchène contre la communauté maghrébine. J'ai eu 2 personnes de ce quartier de Dijon. Ils me disent pourquoi on nous appelle la communauté maghrébine? On croyait qu'on était français. Donc, il y a un problème sur fond de trafic de drogue. Il y a des mafias qui viennent des pays de l'Est. Je ne dis pas que les Tchétchènes, en l'occurrence, présents pour pouvoir en découdre parce que l'un des leurs a été agressé ou passé à tabac. Il ne faut pas que nous, on rentre dans ce jeu-là puisqu'on le dénonce. Nous ne sommes pas de la communauté maghrébine. Il faut qu'on arrête de dire qu'on est d'origine de ceci, de cela, parce que tant qu'on continuera à dire ça, c'est-à-dire qu'on ne sera pas français à part entière. Et tu as raison, Philippe, tu as raison, et je l'ai précisé, que c'est les médias, les grands médias mainstream, qui effectivement présentent cela comme cela. Mais il n'est pas question, en tout cas ici, de dire qu'il s'agit de Tchétchènes contre Maghrébins. Il s'agit effectivement de 2 bandes rivales qui se disputent un territoire dans le cadre d'un trafic de drogue, et il y a eu un blessé d'un côté et une volonté de venger l'autre. Mais Christophe, faut pas avoir. Lorsque le délégué syndical a été interviewé, c'est la première chose qu'il a dit. Il a dit des gens de la communauté tchétchène contre des gens de la communauté. Le procureur, Philippe, c'est ça qui est plus grave. C'est le procureur qui a parlé ainsi. Moi, je suis étonné. D'accord. Rappelle-toi, à Montpellier, lorsqu'il y a eu des problèmes, on a dit des gens de la communauté gitane du voyage et des gens de la communauté maghrébine. Ce sont des Français. Des Français, peu importe l'origine, il y a un problème de délinquance et un problème de violence. Eh ben oui, les forces de l'ordre doivent intervenir, les gardiens de la paix, doivent intervenir partout pour rétablir la paix, pour la tranquillité des biens et des personnes. Et lorsqu'il y a des gens qui s'affrontent à coups d'armes, à coups de batte de baseball, etc., oui, c'est à la police nationale, à la gendarmerie nationale de nous accorder la sécurité et la paix. Point barre. Maintenant, il ne faut pas rentrer dans ce... Voilà, j'ai entendu 2 fois d'autres émissions et ça m'a un petit peu choqué. Voilà. Moi, ça ne me choque pas du tout. Je suis étonné de cet angélisme. Il faut arrêter de délirer quand même, il y a un point. Oui, c'est bien la communauté maghrébine ou perçue comme telle. Oui, c'est bien les Tchétchènes parce qu'ils ne sont pas français. Oui, c'est bien une bagarre entre des voyous de cité qui font du trafic et peut-être des Tchétchènes qui ont fait du trafic mais qui ont massacré un homme de 14 ans. Et ce n'est pas une question de bagarre entre cités puisque ils sont venus de partout les Tchétchènes. Il n'y a pas de concentration de Tchétchènes par cité, ça n'existe pas. Et non, ça n'est pas du racisme, ça n'a rien à voir. Là, j'ai envie de te dire, je suis étonné de ce que tu dis, Rudy, parce que le racisme, il faut quand même remettre un peu les points. Le racisme, c'est une idéologie qui a été créée en Occident afin de mettre des rapports de supériorité biologique d'un peuple par rapport à un autre. En substance, la race supérieure, c'est la race blanche, les races inférieures, c'est les races qui se colorent de plus en plus. Ok, mais qu'est-ce que j'ai dit d'autre par rapport à ça? Tu disais tout à l'heure qu'il y a du racisme partout. Non, il y a de la xénophobie partout. Là, je te rejoins, pas de problème. La xénophobie, non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit qu'il y a du racisme partout. Je vais dire. Ouais, d'accord. Non, mais j'ai le droit quand même de préciser mon propos. Si mais là, tu as développé longtemps tout à l'heure. J'ai pas dit. Ouais, mais d'accord. Mais si tu te trompes sur un point, je veux dire, laisse-moi. Après, je te laisse parler. Il n'y a pas de souci. J'ai pas dit. Quand je dis par rapport à cette affaire que le racisme, c'est pas en soi ce qui pose problème là-dedans.
Ce qui pose problème, c'est la xénophobie qui peut exister entre deux peuples qui sont d'origine différente. Et le communautarisme en soi, c'est pas le problème. Le communautarisme, c'est quand on le lie en fait à une expression qui est ensauvagée, etc. C'est-à-dire, par exemple, mettre violence et maghrébins dans la même phrase, c'est dire en sorte que les maghrébins sont des gens violents. Alors qu'en réalité, voilà, le communautarisme en soi, c'est pas une mauvaise chose, tu vois. Je veux dire, là, on est sur France Maghreb 2, c'est une radio communautaire, c'est pas un problème, tu vois ce que je veux dire. Mais le problème, c'est que lorsqu'on agit dans les médias, on lit les choses en fait à l'ensauvagement, et ça, c'est effectivement un héritage colonial. Ça, c'est voilà. Gamal. Oui, c'est un problème. Est-ce que la différence fondamentale entre la xénophobie, qui est un phénomène normal que le monde entier connaît, c'est pas quelque chose de positif parce qu'on apprend à connaître les peuples maintenant. Mais la peur de l'étranger est un phénomène logique et normal. Quand on ne connaît pas, on a peur. Donc c'est logique. À l'époque, il y a des invasions quand même. Aujourd'hui, on n'est pas dans ce contexte. Aujourd'hui, on est dans un contexte où le principe de la racialisation des débats, et c'est pour ça qu'ils parlent de communauté maghrébine, parce qu'ils ne considèrent pas, ces médias, que ces jeunes sont français. Ils sont colorés, donc ils sont d'ailleurs. Ils sont français de papier. C'est comme ça qu'ils le disent. Là, on se rejoint. Oui, bien sûr, totalement. Mais ce qui se passe, c'est que je fais une distinction entre parce qu'ils veulent ethniciser les débats. Ils veulent essentialiser, effectivement, tu as bien fait de le rappeler, le fait qu'on dise, par exemple, maghrébin égale violence, délinquance et tout ça. Ça, c'est une méthode de détournement d'attention pour passer à côté de la vraie question, qui est la question sociale. Qu'est-ce qui se passe? C'est les quartiers défavorisés. Alors, on a dit, j'ai entendu le débat tout à l'heure, que dans ces quartiers, on a injecté des milliards. C'est pas parce qu'on repeint des murs et qu'on construit trois immeubles bas étage contre les barres de HLM qu'on règle le problème. Le problème, c'est le travail. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Là, on s'entend bien. La question de la délinquance, et là tu l'as dit aussi, est la conséquence de gens désœuvrés qui ne travaillent pas. Et surtout, c'est pas ça le pire. Parce qu'on pourrait dire que, par exemple, dans les provinces ou dans les campagnes, les gens ne travaillent pas. Seule différence fondamentale entre les gens des provinces qui sont européens de souche et ceux qui viennent de l'immigration, des gens issus de l'immigration post-coloniale, donc il y a un rapport racial, encore une fois, c'est que dans les provinces, dans les campagnes en particulier, d'abord, il n'y a pas de concentration de population, donc la délinquance a du mal à prendre souche, c'est logique. Et deuxième chose, c'est qu'il y a toujours l'espoir du type qui est de province d'espérer de monter dans les grandes villes pour peut-être trouver du travail parce qu'il ne sera pas rejeté en raison raciale. D'accord? Je vous donne un exemple très, très concret. Moi, ça fait un demi-siècle que je suis en France, je suis né. Je connais tous les codes de la France, déjà. Je parle parfaitement le français, j'ai jamais eu de problème de délinquance, j'ai jamais eu quoi que ce soit à me reprocher, j'ai quand même été arrêté des dizaines de fois par les flics, garde à vue et tout, mais il n'en demeure pas moins que je n'ai jamais eu le moins de problème, casier judiciaire vierge. Et j'ai été traité de la même façon que n'importe qui dans les quartiers, considéré comme un sous-citoyen, comme un type de l'étranger, et à chaque fois on me posait la question d'où tu viens, bref. Eh bien, pour trouver un appartement, pour prendre l'exemple, et ça, Rudy, tu vas comprendre de quoi je te parle, parce que tu es le premier comme moi frappé par ça. Pour trouver un appartement, on ne se pose pas la question de savoir si c'est possible. On sait que c'est impossible à partir du moment où on est étranger. On se pose la question de savoir comment manœuvrer pour espérer peut-être par le biais de quelqu'un qui, nous trouve un appartement. On cherche que des magouilles pour éviter le racisme. Un Européen, il veut un appartement, il dépose son papier, il a l'appartement dans la journée ou dans la semaine. La différence, elle est fondamentale. Donc, le fait est que ça n'a aucune importance de savoir qu'on soit français. Ça, c'est une plaisanterie, ça, c'est une citoyenneté qui a été acquise par la naissance, c'est réglé. La question qui se pose, c'est la perception que les autres ont de nous. Et là, en l'occurrence, même Jean Messia on a parlé tout à l'heure, avec sa tête, comme il dit, chameau, parce que c'est comme ça qu'il est insulté, il a une tête d'étranger. Il a beau faire l'intéressant, faire le singe, nous faire du verbiage intellectuel, il n'en demeure pas moins qu'il sera toujours perçu comme tel. Et à partir du moment où la perception est négative, puisque c'est le cas aujourd'hui, à partir du moment où c'est négatif, il est difficile d'être accepté et de s'insérer. Et c'est pas en chantant le Marseillaise, comme ça a été fait la semaine dernière, avec le poing levé, et en montrant, soi-disant, que parce qu'on la connaît par cœur, on sera plus accepté, qu'on est accepté. On est accepté à partir du moment où il y a un rapport de force qui se crée, de communauté unie, cette fois-ci. Donc, l'union des communautés, je parle bien de communautés africaines du nord au sud, parce que j'ai horreur de cette différence qu'on est en train de créer actuellement. Il y a vraiment une dérive qui m'inquiète, on en parlera après. Le jour où on aura un poids économique, politique, et qu'on sera capable de peser dans les élections locales, à ce moment-là, on sera respecté. À ce moment-là, ils vont commencer à nous écouter. Aujourd'hui, ils ne nous écoutent pas. C'est pas en faisant les intéressants, en se mettant un drapeau français sur la tête qu'on sera accepté. Les cartes d'identité n'arrêtent pas les balles. Voilà. Et quand la police tue un type d'origine étrangère, il voit un type d'origine étrangère. Il ne voit pas un Français. Donc, c'est ça qui se pose et c'est là qu'on a un problème. Et l'histoire des Tchétchènes, c'est quand même, je le rappelle encore une fois, un peuple qui sort d'un pays qu'on a ruiné. Donc, c'est des gens qui sont en difficulté économique considérable et qui ont subi le martyre. Il ne faut jamais perdre de vue ça. Prendre un auditeur en direct à l'antenne au 01 40 33 98, je crois, c'est Docteur qui est avec nous. Bonjour Docteur. Docteur. Ethan, il faut mettre Nabil. Normalement, ça devrait le faire. DJ Nabil, ouvre ton micro s'il te plaît.
Allô. Bonjour docteur. Bonjour. Non, mais c'est DJ Nabil qui a coupé son micro. Non, c'est bon, Philippe. Bonjour docteur. Bonjour. Vous m'entendez, monsieur Christophe? Oui, je vous entends, cher docteur. Alors, on vous écoute. Mes félicitations pour ce matin. Je suis à Bruxelles, mais j'ai réussi à vous voir. Donc, vous êtes calme. Et je vous félicite pour votre débat. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Voilà, je vous en prie. Donc, en un mot, mais moi, ça me fait de la peine de parler, que ce soit les Tchétchènes ou nos enfants, les Maghrébins à Dijon. Le peuple tchétchène a souffert le martyre. C'est l'OTAN qui ont amené ces malheureux comme les Syriens en Europe. D'ailleurs, maintenant, ils sont les pauvres, là, les jeunes qui sont arrivés, ils n'ont pas l'éducation russo-tchétchène. Ça, il faut le dire. Maintenant, l'Europe, Merkel et compagnie vont subir les conséquences. Et là, je n'allais pas intervenir, mais un de vos chroniqueurs, il a parlé que les Maghrébins sont des Français, sont chez eux, que les Tchétchènes, c'est des arrivistes. C'est honteux, c'est pas bien de dire ça. C'est les jeunes, on doit les éduquer, et puis c'est le terrain de la France. Donc on est tous chez eux. Je crois que c'est Gamal Abina à qui vous faites allusion. Un de vos chroniqueurs, parce que là, je travaille, j'ai dit, tiens, je vais vous féliciter, puis voilà, j'entends ça, ça m'a fait de la peine. Et pour les jeunes Français d'origine maghrébine, c'est pas bien de dire, c'est des Français à tout égard. Et ces Tchétchènes sont très mal éduqués, les pauvres, parce qu'ils sont entre l'Allemagne, la Suisse. Pourquoi ils sont venus? Alors, docteur, bougez pas, Gamal va pouvoir vous répondre. Voilà, allez-y, je l'écoute, ce monsieur. Gamal. J'ai pas tout entendu. C'est quoi la question? Parce qu'il m'a manqué un bout. Non, en fait, il te dit que tu as parlé des Tchétchènes comme des arrivistes, des étrangers. Il t'a dit que c'est pas bien de dire ça. J'ai pas dit arriviste. C'est en un mot. J'ai pas du tout dit arriviste. Je dis que c'est des gens qui viennent d'un pays de misère, qui a été détruit. Il y a un tiers de la population qui a été massacrée. Quand on vient d'un pays en guerre, le traumatisme est consommé. Maintenant, s'ils sont pas arrivistes, ils font tout ce qu'ils peuvent pour se sortir d'une situation de précarité extrême. Leur pays est tenu par un voyou. La famille Kadyrov, c'est pas rien. C'est des criminels. Ils sont tenus par les Russes au-dessus, en sous-jacent. Leur pays a été rayé de la carte, littéralement. Maintenant, c'est quasiment une zone de non-droit. Et quand ces familles réfugiées arrivent ici, elles arrivent dans une position extrêmement inconfortable. C'est pas une question d'être arrivé, c'est une question de survie. Ces gens-là sont en position de survie. C'est un peu comme les Albanais. Les Albanais, quand ils sont arrivés dans les années 90, ils sont très vite tombés dans la délinquance et le trafic parce qu'il n'y avait pas de solution. Ça ne veut pas dire que c'est bien. Ça veut dire que quand on n'a pas de pays derrière soi, immanquablement, on finit par dériver. Et c'est ce qui, malheureusement, se passe aujourd'hui avec les Tchétchènes. Je suis d'accord avec vous. Ils n'ont pas suivi l'école de la République, comme nos enfants, quelle que soit leur origine. On est en France, on subit ou on accepte les lois de la République, je suis d'accord avec vous, mais ces gens-là, tout le monde les manipule. D'ailleurs, comment se fait-il, d'après ce que j'ai compris, ils sont venus de Suisse, de Belgique, d'Allemagne, pour en découdre chez nous, comment s'appelle la ville? Dijon. C'est pas normal, oui. Ça. Où sont la police? Pourquoi ils sont arrivés? Pourquoi ils sont armés? C'est des gens, malheureusement, mais tout ça, c'est manipulé contre la Russie. Il faut dire la vérité, monsieur. Comment la Russie? C'est manipulé contre Poutine. On a amené ces gens-là, puis après Poutine... Mais qu'est-ce que vient faire Poutine là-dedans, docteur? Il y a rien à voir là-dedans. Parce que c'est l'Occident qui ont amené leurs parents, ces gens-là. Ils sont partis. Mais non. Ils ont fui leur pays, mais non. Oui, les Tchétchènes, depuis l'histoire, là, il faut voir Gamalov ou je sais pas qui là-bas, le président, c'est un problème qu'on a passé. Donc, mais là, on est en France, donc c'est triste de dire ça c'est Tchétchène, ça c'est Maghrébin, il y a les lois de la République. Et c'est pas la question, on a affaire à des communautés, là, c'est des vraies communautés soudées. Les Tchétchènes, ils ont... On veut faire comme les États-Unis et l'Angleterre. Oui, là-bas, il y a des communautés. Au Canada, aux États-Unis. Mais non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est tout. Voilà. Ça n'a rien à voir. Merci, docteur. Bon, on va pas vous mettre d'accord maintenant. Les enfants, on n'a pas le temps. Merci, docteur, en tout cas. Et merci de nous appeler. D'ailleurs, j'en profite. Merci, docteur. J'en profite d'ailleurs pour faire appel aux habitants de Dijon. Vous nous écoutez d'ailleurs, France Maghreb 2, là-bas en FM. Vous qui habitez dans ces quartiers ou que vous connaissez un petit peu ce qui s'y passe, venez nous raconter ce qui se passe depuis maintenant 3-4 jours dans vos quartiers. Comment ça s'est passé? Comment le raid est intervenu? Venez nous dire des nouvelles du terrain. On attend vos appels 01 40 33 9000. Le temps d'une petite page de pub. On est de retour très vite. Ça passe super vite. On est avec Gamal Abina, avec Rudy Kazi et avec Philippe Boriaki, quelque part en France sur la route. À tout de suite. Le Grand Forum avec Christophe Roux
sur France Maghreb 2. Bon, il se débrouille bien notre Ethan, les enfants. Hein, qu'est-ce que vous en pensez, Rudy? Ouais, bien joué, Ethan. Hein. Ouais, bien joué, Ethan. Bien joué. Bon, bah oui, les auditeurs. Il n'y a pas de vidéo. Juste coupe la musique. Voilà, très bien. T'as vu comment il l'engueule en plus? C'est Gamal, t'as vu comment il engueule, Ethan? Oui. Il est violent. Ouais. Alors, il est gentil, Ethan, hein, c'est une crème. Bah oui, il fait du bon boulot, notre Ethan. Ouais, c'est la relève. Il est en train de faire du Boyaki dehors, hein, je te le dis, moi. Tu m'étonnes. Voilà. Bon, en tout cas, vous pouvez commenter, bien sûr, réagir parce que. Ça se prépare doucement. Ah bah oui, j'imagine. Il faut préparer sa relève, c'est très important. C'est vrai qu'il y en a. Non, mais bientôt, on n'aura plus besoin de Philippe. Hein. Ah ouais. Il y a un coup d'État qui se prépare. C'est ça. Il faut se méfier des coups d'État. Mais d'ailleurs, c'est. Coup d'État. Oh, joli, Gamal. C'est ce que j'ai un peu reproché à Tariq Ramadan, à l'époque où il était dans ses heures de gloire à l'époque, c'est qu'il n'a pas su préparer la relève et que la communauté qui le suivait, quand je n'aime pas ce mot-là d'ailleurs, mais bon, les gens qui le suivaient se sont retrouvés un petit peu orphelins lorsque les problèmes ont commencé parce qu'il n'y avait personne derrière capable de reprendre. Malheureusement, mais bon, si, là, tu mets le doigt dessus. Le problème de la surmédiatisation, c'est que tu n'as pas le temps de faire le travail. Effectivement, il n'a sans doute pas préparé quelqu'un. Après, à sa décharge, comment préparer quelqu'un à sa hauteur? Il est excellent. Oh, il y en a un, je t'assure. Non, c'est un problème d'ego, Gamal, il faut le dire. Un égo surdimensionné. Oui, non, mais c'est aussi la mégalomanie qui produit ce genre de choses. Hein. Bah, évidemment. Parce que la vie t'offre toujours la possibilité d'avoir une sorte de progéniture spirituelle. Ça, je veux dire, c'est vieux comme le monde. Tu vois, t'as toujours, d'ailleurs, en général, tu as l'embarras du choix. La difficulté se pose plutôt, en fait, dans la capacité, en fait, de tomber sur la personne, en fait, qui va avoir, en fait, des qualités, en fait, humaines, peut-être même supérieures à la tienne pour pouvoir aller plus loin, en fait, dans les choses, en fait. C'est ça, la réalité. Hein. Parce que tu regardes même Martin Luther King, ça a fait des petits. Même tu regardes quelqu'un comme Gandhi, Martin Luther King, pardon, c'est inspiré de la lutte, tu vois, pacifiste de Gandhi. Donc, en réalité, ça fait toujours des petits, en fait, tu vois. Par contre, si à un moment donné, ça détonne, souvent, c'est parce qu'il y a un problème de mégalomanie derrière. Hein. Moi, j'allais te dire pas tout à fait, parce qu'il y a une chose que vous oubliez dans le rapport aux médias. D'abord, les médias vous choisissent. Vous choisissez pas les médias. Ensuite, la différence entre Ramadan et d'autres qui sont certainement formés intellectuellement, c'est que, et c'est une chose qu'on ne peut pas créer, elle ne s'invente pas, c'est le charisme. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui sont charismatiques et d'autres qui sont moins. Ceux qui ont un petit peu essayé de faire concurrence à Ramadan et qui ont essayé de se placer après lui n'ont pas été à la hauteur parce qu'il leur manque ce charisme. Il faut le verbe, il faut la présentation, il faut une certaine posture, il faut un certain background. Et ça malheureusement, ça ne s'invente pas. Et tu viens de dire, Gandhi, il n'y a pas eu de succession à Gandhi. Il a inspiré, mais il n'y a pas eu de succession à lui directement. Quand il s'appelle Martin Luther King, il n'y avait pas de succession. Il était tout seul. Malcolm X meurt, il n'y a plus personne derrière. C'est toujours pareil. Quand on a un personnage comme ça qui s'illustre, qui commence à émerger, c'est souvent un personnage inattendu. Et Gamal Abida, il y a une succession ou pas? Ah, moi, rien. Moi, je suis un crevard. C'est un crevard. Bon. Pour moi. Après, c'est normal qu'il n'y ait pas eu de succession à ces personnes-là. C'est parce qu'elles ont fait, en fait, un travail qu'elles devaient faire. C'est un petit peu comme des martyrs, tu vois. Ils viennent, ils ouvrent une brèche pour les autres. Et une fois que eux, ils ont fait, c'est-à-dire le combat, plutôt la bataille est gagnée de leur point de vue. Maintenant, après, il y a, si tu veux, il y a une guerre à gagner et la guerre, elle se gagne avec un nombre. Donc, c'est pas une personne qui peut gagner la guerre. Une personne va gagner la bataille, elle va ouvrir le chemin pour les autres. Non, en fait, la guerre, c'est à d'autres de la gagner. Donc, c'est pour ça qu'il y a pas une reproduction d'un type particulier de personnes aussi charismatiques derrière. C'est normal, en fait. On a aperçu à Traoré les enfants qui manifestent aux côtés des soignants. Elle est à Paris. Ah ouais, c'est bien ça. Où la situation est quelque peu tendue. Un quart de touristes a été attaqué parce que certains disent être des gilets jaunes ultra, qui aura attaqué donc un quart de touristes. La tension qui ne redescend pas trop en ce moment du côté de Paris en marge de cette manifestation importante puisque... Ah, jingle. Allez, son équipe en direct sur France Maghreb 2. Merci Nabil, merci à vous, cher ami Nabil. Vous qui nous écoutez, amis auditrices, auditeurs du côté de Dijon, on en parlait de ce qui se passe, les soirées de violence, bien entendu, entre bandes rivales. Vous nous appelez au 01 40 33 9000 si vous êtes du côté de Dijon et ailleurs, bien sûr, mais Dijon aussi, pour nous dire ce qui se passe si vous habitez ce genre de quartier, parce que
faut bien quand même penser que les principales victimes de ce qui se passe, ce sont les gens qui habitent ces quartiers, qui sont terrifiés, qui ne peuvent plus sortir. Je voyais d'ailleurs à la télé ce matin un homme qui disait, moi, à l'endroit où ça se passe, il y a mon gamin qui joue dans le parc, quoi. C'est juste pas possible, quoi. C'est terrifiant. Les habitants du quartier qui sont les principales victimes de ce qui peut se passer dans les quartiers. C'est pour ça que c'est très particulier. En même temps, ça peut se comprendre, mais c'est très particulier lorsqu'il y a une injustice de commise ou qu'il y a un soupçon de violence de la police ou autre, que les quartiers cassent tout. Parce qu'ils cassent leur propre structure, Gamal. C'est pas ils vont pas brûler une bagnole devant le ministère, tu vois ce que je veux dire? Il y a eu des blessés ou pas? Ah bah oui, qu'il y a eu des blessés, bien sûr qu'il y a eu des blessés. Ça a tiré à la Kalachnikov, hein, les amis, hein. C'est pas... Des blessés graves, mais justement, on n'a pas d'infos. On n'a que un côté un peu polémique, tu vois ce que je veux dire, un côté un peu sociétal, etc. Mais après, sur la réalité du terrain, combien de blessés il y a, tu vois. Enfin, je sais pas, j'ai pas d'infos, moi, je sais pas. Et il y a le type en voiture qui a été blessé parce qu'il a fait une embardée, il a voulu rentrer. Le journaliste aussi de France 3. Oui, ça, j'en ai entendu parler. Qui a été ils ont moins été blessés que la voiture. C'est la voiture qui a été dégradée. Mais sinon, entre les deux bandes, là, il y a des blessés. Deux jeunes blessés pour l'instant, de chaque côté. Un de chaque côté. Mais le problème, c'est pas ça. C'est que, bon, Christophe, tu demandais, oui, ils détruisent leur propre mobilier urbain. Bah oui, effectivement, malheureusement, ils détruisent ça, mais est-ce qu'ils ont la conscience de ce qu'ils font? Est-ce qu'ils font la distinction entre le bien et le mal? Je ne crois plus qu'à ce niveau-là, ils le fassent. Il y a un problème d'éducation qui est violent. Il y a un problème de rejet aussi qui existe. Il y a un sentiment d'exclusion qui est permanent. Et il y a aussi, pardon, Gamal de le dire, il faut qu'on le dise parce qu'il faut qu'on soit capable aussi de dire les choses telles qu'elles sont. Il y a aussi des gens qui instrumentalisent des situations et, de par leur statut, parfois de militants ou autres, viennent mettre le feu aussi, viennent attiser. Ouais. Ce qu'on peut reprocher au Front National en ce moment, au RN, d'ailleurs, j'aurais bien voulu lui glisser que le RN ne correspond absolument pas à ce qu'ils sont. Le Rassemblement National, c'est nous qui l'incarnons. On est rassembleurs, nous. Et au niveau national et au niveau international même, pas eux. D'ailleurs, le Front National qui a été condamné ce matin. Eh bien, j'ai envie de dire qu'il y a aussi des gens qu'il faut dénoncer aussi. Et ça, on a du mal, Gamal. On a du mal chez nous à s'autocritiquer, à parfois... ne pas parler de quelqu'un parce que il fait partie de la communauté ou parce que voilà, ça pourrait apporter de l'eau au moulin aux grands médias. Mais il y a du ménage à faire dans le militantisme. Pardon de le dire. Il y a des gens qui ont été récupérés politiquement, qui sont instrumentalisés, financés par des ONG peu recommandables. Voilà. On sait que Soros, vraiment, c'est quelqu'un qui influe partout dans le monde. On en parlait hier pour l'Algérie. Il influence aussi en France des mouvements, etc. Donc, il faut aussi le dire, tout ça. Gamal, malheureusement, a eu quelques petits soucis de connexion, Christophe. Il revient récemment sous peu. Bon, Rudy, t'es d'accord ou pas? Parce qu'il faut aussi dire des choses, quand même. Non, je suis pleinement d'accord. Tu sais, le procès qu'on fait à l'IGPN, d'être dans le corporatisme, d'être dans une omerta, etc. D'ailleurs, au passage, sur 30 enquêtes de l'IGPN, il y en a 8 qui ont 22 transmises à la justice et dont 8 ont été classées sans suite. Donc, on voit l'omerta qui peut exister dans cette institution. Mais tu vois, faut pas que les reproches qu'on puisse leur faire, qu'on puisse nous les faire à nous-mêmes, tu vois, dans un temps où, par exemple, le combat contre l'antiracisme ou même des solutions apportées pour lutter, on va dire, contre les difficultés de la jeunesse des quartiers, qu'à un moment donné, si vraiment les choses prennent de façon considérable, que ça nous mette aussi dans une omerta et nous rendre la vie dure pour pouvoir dénoncer les choses qui peuvent se passer dans notre sein. Voilà, je pense que on a, c'est-à-dire les communautés, on va dire plutôt les quartiers et les personnes qui y vivent, qui sont souvent originaires d'Afrique, etc., sont en capacité non seulement d'aider en fait à changer la France, c'est-à-dire à rendre la France plus conforme à sa constitution, mais en même temps à éviter aussi les écueils dans lesquels sont tombés, certains, éventuellement même certains qui nous gouvernaient, à mettre tout de même dans le même sac, à créer des omertas, à faire du corporatisme, mais en fait finalement à empêcher à ce que la justice puisse agir librement et sainement. Ça, il faut pas qu'on tombe nous dans cet écueil-là. Bon, allez-y les amis, commentez, interagissez. Gamal est revenu, très bien. Ouais, ça bah oui, ça arrive. Partagez les amis. Je pense qu'il y a un bug au niveau de Facebook, encore une fois. Il y a plein de commentaires qui ne nous arrivent pas, mon Philippe. Visiblement, on est encore victime, j'allais dire, d'une certaine censure de amis de Facebook. Je confirme que ces derniers jours, il se passe des choses juste extraordinaires. Les commentaires apparaissent après l'émission. Nos émissions sont scindées en deux.
Oui. Voilà, bon, on va dire que c'est des problèmes techniques de Facebook. C'est ça. Ah, voilà. C'est le succès de l'émission, c'est tout. Il y a trop de monde qui regarde. Après, voilà, j'aurais pas cette prétention, mais en tout cas, il y a des choses quand même étranges. Et je tenais à Il y a des chroniqueurs qui font le buzz, en fait. C'est ça. On n'est Surtout pas, les mecs à lunettes. on n'est pas là pour faire le buzz, mon cher Rudy. Gamal, juste un mot avant de passer à autre chose. Justement, sur le fait que je parlais de ces gens aussi, on parlait des quartiers, de ces gens qui aussi attisent le feu, qui agitent le chiffon rouge. Je parle notamment de quelques militants, quelques gens influents dans les quartiers, qui pour quelques-uns sont récupérés politiquement, qui sont récupérés par des ONG, financés même, des ONG peu recommandables que tout le monde connaît. Gamal, il faut aussi le dire ça. Malheureusement, Christophe, nous avons encore un petit problème technique avec Gamal. Mais effectivement, hier, Ethan Engrand s'appelait pour moi. Hier, nous avions des informations sur un livre qui prouve l'implication de certaines ONG qui sont financées, qui organisent même des formations de cyber-résistance, de résistance dite pacifiste, parce que en face d'une répression violente étatique, une répression pacifiste, lorsque tu as plein de médias qui sont là au bon moment, au bon endroit, comme à l'heure actuelle, pendant la manifestation de samedi, par exemple, et ça a un côté dévastateur. Tu as plein de contrats internationaux qui se ferment, des échanges commerciaux qui se ferment aussi. Donc, tu asphyxies, comme pour certains pays, comme pour un embargo, tu asphyxies le pays. Donc, tu fais monter la révolte. Et on l'a vu, ce qui a pu se passer en Ukraine pour la révolution orange et ce qui a laissé penser en tout cas en Crimée. Et puis, les fameuses révolutions arabes dont on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a eu une mainmise de certaines grandes nations impérialistes qui ont développé des révolutions, puisque après, une fois que les régimes sont établis, bizarrement, les nouveaux gouvernements leur sont propices et favorables et faire du commerce avec cette nation-mère. Gamal est revenu, donc je lui passe... Envoyez-nous des commentaires, les amis, parce qu'il se passe des choses bizarres. Voilà. Allez-y, commentez et surtout partagez, les amis. Parce que, vous savez, comme Facebook et comme les autres réseaux sociaux, plus ça sera partagé, plus Facebook aura un peu de mal à poser justement quelques... Bon, on va pas faire la théorie du complot parce que j'aime pas ça, mais il y a quand même des choses étranges. Voilà, donc partager, c'est important pour que voilà, ça puisse évidemment perdurer et se faire connaître davantage. Allez-y, commentez, interagissez. Appelez-nous aussi au 01 40 33 9000, notamment les habitants de Dijon qui nous écoutent sur France Maghreb 2 pour vous dire un petit peu ce qui se passe dans ces quartiers depuis maintenant 4 jours. Cependant, la question du jour, on en parlera dans un instant. Vous savez que le président a parlé il y a 2 jours. On en reparlera dans quelques instants. Et par rapport surtout au fait que l'école redevient obligatoire pour les 2 semaines qui restent. On se pose la question, est-ce que c'est logique selon vous? On se posera la question dans un instant et on demandera d'ailleurs à Rudy, à Philippe, qui ont des enfants, et à vous aussi, qui nous écoutez au 01 40 33 9000 et qui nous regardez sur Facebook, France Maghreb 2, Christophe Le Grand Forum. Christophe, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, Nabil. On a un auditeur, il veut pas qu'on lui dise son prénom, il est de Dijon et il veut intervenir. Très bien, on l'accueille tout de suite. Bonjour, monsieur. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur, soyez le bienvenu sur France Maghreb 2. Merci, mon ami. Alors, vous habitez Dijon? Vous habitez les quartiers en question ou pas de... Comment? Est-ce que vous habitez les quartiers en question? J'ai habité. Je ne suis pas maghrébin, mais je suis vraiment ami avec toute la communauté. J'aimerais juste donner mon pressenti sur hier, avant-hier, sur tout ce qui s'est passé dans le week-end là. Moi, je te dis, les habitants du quartier, tous les quartiers qui se sont mêlés à ce qui s'est passé hier, ils ont entièrement raison, mon ami. Ils viennent chez toi, ils te laissent pas respirer, ils sortent pas, ils interdisent les gens à sortir, ils terrorisent le quartier. Ils ont eu raison. Les gars des quartiers hier, ils ont eu raison. Mais qui, quand vous dites que on leur interdit de sortir, etc., qui leur interdit de sortir? Ben, mon ami, quand tu vois 150, 200 personnes qui rentrent dans le quartier prêts à tout casser, qui oserait sortir? Entre ta femme, tes enfants, tout ça, personne? Même ceux qui rentrent du boulot, ils ont dû avoir peur. Ceux qui vont aller au boulot, ils ont dû avoir peur. Comment l'État peut laisser passer ça? Justement, est-ce que c'est pas à la police de régler le problème? C'est à la police de régler le problème. Et ils ne l'ont pas fait. Ils étaient là, sur place, ils n'ont pas bougé.
Alors, le raid serait intervenu hier soir, vous confirmez? Le raid est intervenu contre les habitants du quartier, contre les jeunes qui ont voulu défendre leur quartier, leurs habitations. Oui. Alors, en tout cas, on espère que ça va vite s'arranger. En tout cas, merci de votre témoignage, cher monsieur. À très bientôt. Merci, mon ami. À bientôt. 01 40 33 9000, vous nous appelez, vous peut-être qui êtes habitant directement de ces quartiers-là, pour nous donner un petit peu votre ressenti et nous dire réellement ce qui se passe, parce qu'il n'y a pas mieux qu'effectivement les gens qui habitent les quartiers en question. Bon, on parlera de Macron dans quelques instants. Comment? Un peu confus le témoignage, j'ai pas tout capté. Hein. Christophe, je te coupe, on a une personne du quartier de Grésy, justement. Ah bah très bien, voilà, c'est le quartier en question, le quartier de Grésy. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur, j'habite le quartier des Grésy depuis que je suis né en fait. Très bien, alors, qu'est-ce qui se passe depuis 4 jours maintenant dans votre quartier? Dites-nous réellement ce qui s'y passe. Bah, ce qui s'y passe, c'est qu'on vivait paisiblement dans un quartier paisible et visiblement, il y a 200 personnes de la communauté tchétchène qui sont venues régler des comptes avec des habitants, qui ont blessé arbitrairement des habitants du quartier qui étaient malheureusement au mauvais endroit au mauvais moment, hein, et qui sont pendant 2 nuits de suite sont revenus à plusieurs reprises pour je sais pas, pour casser de l'arabe peut-être, si je peux me permettre de dire ça, pour peut-être casser de l'arabe. Du coup, moi je vous le dis, j'habite au Grésy, on a remarqué une inaction des policiers, une inaction du préfet. Clairement, nous on en veut au préfet. Parce que les policiers ont encadré cette communauté-là du centre-ville jusqu'au Grésy. Hein, ils les ont encadrés, ils les ont laissés démolir un établissement en centre-ville sans les interpeller, avec zéro interpellation, je dis bien. Ils les ont encadrés jusqu'au Grésy et ensuite ils ont fermé l'accès des Grésy en laissant les 200 Tchétchènes s'adonner à leurs exactions violentes. Et nous, dans la situation actuelle, on est habitants, on a peur pour nos familles, on a peur pour nos enfants. Et ben, il y a eu un vent de révolte. On s'est révolté, on s'est dit, si la police n'est pas là pour nous sécuriser, en plus de ça, dans l'actualité actuelle, enfin dans l'ambiance actuelle, où on met en doute la confiance entre les policiers et les habitants partout en France, elle est quasiment nulle. Là, on a bien vu que pendant 3 jours, en fait, quand il s'agit de personnes de ces quartiers populaires, il n'y a personne qui agit. On les laisse se faire taper dessus. Il y a 8000 habitants dans ce quartier. Il y a 8000 habitants. Dans ce quartier-là, il y a 8000, excusez-moi, dans ce quartier, il y a 8000 habitants. Il n'y a pas 8000 délinquants. D'accord? Il y a de la délinquance partout. Il y a des problèmes partout. Mais c'est comme dans tous les quartiers de France. Mais est-ce que votre quartier, cher monsieur, est aussi touché, parce que c'est ce qu'ont l'air de dire les médias, par le trafic de drogue? Est-ce qu'il est présent dans votre quartier? Mais de quoi on parle? En fait, les médias, ils sont toujours... c'est ça le problème aussi. La scission qu'ils ont créée avec ces quartiers populaires, avec ces habitants des quartiers populaires, elle est là. Ils ont créé une scission en stigmatisant à chaque fois ces gens-là qui sont... Ils sont pas là parce que par choix. Ils sont là parce qu'ils n'ont pas le choix. On est dans ces quartiers-là parce que les loyers sont modérés, parce qu'il n'y a pas où aller. Vous voulez qu'on prenne un loyer à 750 balles en centre-ville? Ou vous voulez qu'ils aillent... Mais vous répondez pas à ma question. Sur le trafic de drogue, est-il présent, oui ou non, dans ce quartier? Mais le trafic de drogue, monsieur, je vais pas vous apprendre les choses. Le trafic de drogue, il est national. Il est partout. Il est partout, le trafic de drogue. Vous allez au centre-ville, vous pouvez vous acheter de la drogue. Il est partout. En fait, la question de Christophe, c'est est-ce que le trafic de drogue est au cœur en fait de ces violences? Est-ce que c'est ce qui a fait débuter ces violences? Voilà. Alors là, ouais, voilà. Okay. Si vous voulez que je vous réponde par rapport à ça, le conflit qu'il y a eu, il n'y a aucun rapport avec la drogue. Il n'y a aucun rapport avec la drogue. C'est un jeune qui s'est chauffé avec un autre jeune. Ils sont chauffés et ils se sont donné rendez-vous non-lieu du lieu de l'établissement qui a été détruit. Ils se sont tapés dessus. Et puis les Tchétchènes, ils ont voulu se réunir en vendetta. Et ils sont venus dans le quartier comme si nous on était garant de cet établissement ou garant de
de la personne avec qui ils ont eu des problèmes. Ils sont venus dans nos quartiers, clairement, pour casser de l'habitant, tout simplement. Et là, la police, le problème, nous, on n'en veut pas aux Tchétchènes. Parce que nous aussi, si de notre côté, on aurait été touché, on aurait blessé quelqu'un des nôtres, nous aussi, on aurait eu une envie de vengeance. Bon, merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage et de nous avoir apporté votre réalité du terrain. Ce que je voulais juste vous rajouter, et puis j'arrêterai là, c'est que franchement, ce quartier-là, il est bien. Ce quartier-là, il est bien. Il est très, très bien. Sauf que, s'il faut défendre nos familles, parce que la police ne le fait pas, on le fera, et si c'est à refaire, on le refera. Bon, merci à vous en tout cas de votre appel et de nous avoir donné un petit peu la réalité. Merci beaucoup. À très bientôt. Et on salue tout le quartier évidemment et les 8000 habitants de ce quartier qui écoutent France Maghreb 2 bien entendu. Merci, à très bientôt. 01 40 33 9000. Voilà, un petit peu, on a un autre son de cloche finalement entre ce qui se passe réellement d'après ce monsieur, et il n'y a pas de raison de ne pas le croire, et ce que nous servent les médias. D'après ce que nous dit ce monsieur, Rudy, tout est parti d'un conflit entre deux personnes, et il y a cette histoire qui revient à chaque fois d'ailleurs, de vengeance, et effectivement d'individus qui viennent en découdre avec les habitants du quartier. Non, mais carrément, on est sur a priori, sur une affaire banale donc de deux personnes en fait qui ont eu une altercation, qui se sont battues, et puis peut-être un sentiment de vengeance du groupe à lequel appartenait une de ces personnes, et puis après derrière ça crée la situation qu'on connaît, malheureusement effectivement amenée sur le terrain du communautarisme, parce qu'en fait finalement c'est des Tchétchènes contre des jeunes de quartier qui sont dépeints comme des Maghrébins, mais ça se trouve, en fait, il n'y a pas que des Maghrébins, ça se trouve, il y a des gens de toutes sortes, en fait, puisque c'est des jeunes de quartier. Donc, voilà, mais encore une fois, on va toujours mettre le projecteur là où, effectivement, ça brûle, notamment dans cette situation, mais lorsqu'il s'agit de parler en bien des jeunes de quartier, on a du mal à le faire, toujours pareil, on est prompt, en fait, à taper, mais on n'est pas prompt, en fait, à dégager les pistes de réflexion claires et certaines pour pouvoir aider une jeunesse qui peut être issue des quartiers et qui n'est pas forcément délinquante. Moi, je dis souvent, il faut par exemple, quand on fait le débat sur le racisme chez les policiers, tous les policiers sont pas racistes, voilà, mais il y en a beaucoup. On est d'accord là-dessus, Gabal. Tous les policiers sont pas racistes. Évidemment, c'est pas le problème de la police. La police, je te pose la question. Je te réponds, je te dis oui, évidemment, c'est pas le problème de police raciste. C'est le problème d'État qui laisse faire des dérives dans la police qui devient raciste. Ça ne veut pas dire que tous les policiers sont racistes. Ça veut dire qu'il y a un mimétisme qui consiste à dire que le Maghrébin ou l'Africain est forcément vendeur de drogue, délinquant, il doit donc être maltraité. Et pour vous donner un état, quand même, une chose symptomatique, très forte. Avant qu'on accueille Saïd de Paris. Comment ? J'ai dit avant qu'on accueille Saïd de Paris. Vas-y, je t'en prie. D'accord. Très rapidement. Ils nous ont créé la fameuse brigade anti-criminalité. C'est quand même grave parce que ça veut dire qu'il y a une brigade qui est dédiée uniquement à la criminalité. Or, en droit à la criminalité, c'est un degré très élevé en justice. C'est du pénal, c'est les assises parfois, mais c'est en aucun cas la petite délinquance. Ils auraient dû faire une brigade anti-petite délinquance. Non, ils ont préféré parler de criminalité. Donc ça, déjà, en termes politiques, c'est caractériser les quartiers comme des quartiers de criminels. Et là, on a un problème. Et ça, c'est une question politique. Je veux dire, le policier, si on le remet droit et si on lui dit non, ne te comporte pas mal avec les jeunes, contrôle-les normalement, les tutoie pas, les bouscule pas, les humilie pas, parce qu'il y a une formation dans la police pour humilier aussi. Si on change de politique, de formation, parce que c'est une politique de formation. Je dis bien politique, c'est un choix politique. Si on change évidemment cette politique, ça fera la différence. Et puis pour finir, le jeune qui nous a parlé tout à l'heure, au téléphone, jeune ou moins jeune, je ne sais pas d'ailleurs, qui a parlé, il a dit quelque chose d'intéressant. Il dit la police n'est pas intervenue. Et c'est vrai que depuis 4 jours, ils ont fini par envoyer une grande force de police, mais ils ne sont pas intervenus. Pourquoi ? On a l'impression réellement que les policiers, à force de se faire traiter de racistes, vont finir par se dire puisqu'on n'est pas utile, on ne va rien faire. Qui se tapent entre eux, ces racailles. Et le problème, et je mets des guillemets en racaille, le problème, c'est qu'on va d'un extrême à l'autre à chaque fois. La police est nécessaire, sinon c'est la gabegie, c'est la catastrophe, mais la police doit avoir des règles de conduite exemplaires face à des gens qui ne sont pas forcément exemplaires, tout simplement. On accueille Saïd qui nous appelle au téléphone, les amis, au 01 40 33 9000, parce que les auditeurs ont la parole, bien entendu, dans cette émission. On écoute le peuple. Saïd, bonjour. Bonjour Kesso, bonjour à toute l'équipe. J'interviens juste pour faire un commentaire sous forme de questions en même temps. Je me pose des questions, je trouve
cette histoire est un peu bizarre parce qu'il y a le mot maghrébin dans l'histoire. Est-ce que tous les habitants de ce quartier, il n'y a que des maghrébins, il n'y a pas un X ou Y? Je me pose la question. Deuxièmement, ça coïncide vraiment à la notion des élections municipales, donc il faudra faire attention qu'il n'y aura pas de manipulation derrière tout ça. Troisièmement, il faut faire attention, lancer un appel à tous les Maghrébins de France qu'ils ne tombent pas dans ce piège et que le problème soit résolu localement. Parce que ça peut dégénérer autre chose. Moi, je comprends pas pourquoi les Tchétchènes de notre région viennent résoudre un problème à Dijon. Ça, c'est hors la loi normalement, ça. Il y a l'État, il y a un service d'ordre, il y a l'État. Il faut respecter la loi. La loi doit être respectée des deux côtés. Voilà. Et la question que je pose, est-ce qu'il y a vraiment des statistiques de ce quartier qu'il n'y a que des Maghrébins? Parce que c'est ça le début de piège. Oui, alors les statistiques, ça va être compliqué parce que je rappelle quand même que c'est interdit dans ce pays, les statistiques ethniques, bien que la porte-parole aimerait que on en parle et qu'on puisse donner la possibilité de les faire. Je sais pas si c'est une bonne idée. En fait, les statistiques ethniques, ça existe, hein, mais c'est uniquement lorsque ça doit être encadré par la CNIL, en fait. Ouais, oui, c'est pas publié. Mais c'est pas publié, Rudy. Oui. Après, par exemple, l'INSEE arrive à faire des statistiques techniques avec, tu vois, des termes, des items un peu différents, genre sans ascendance blanche, etc., ou genre descendants d'immigrés, etc. Bon, tu vois, ils noient un petit peu le poisson comme ça, mais ils arrivent à faire des statistiques techniques, et heureusement, parce que sinon, par exemple, le défenseur des droits n'aurait pas pu faire la statistique sur le Et pourquoi on se permet de prononcer le mot maghrébin dans un quartier? Pourquoi? C'est logique. C'est logique. C'est la question que je me pose, moi. C'est ça la question. Ouais. Mais j'ai répondu tout à l'heure, c'est-à-dire lorsqu'on a le mot violence et Maghreb en même temps, ou bien le mot violence ou jeune, afro, etc. C'est en fait, ça nous ramène toujours à cet imaginaire colonial qui est un héritage donc de cette époque où en fait ces populations étaient toujours perçues comme ensauvagées, c'est-à-dire en fait le fantasme du corps violent, fort, etc. dont on n'arrive pas à se départir, et c'est ce qui est au cœur en fait du problème dans la police. On nous parle de policiers racistes. Est-ce que la police est raciste? Enfin, moi j'ai fait une vidéo où j'expliquais que la police aussi a cet héritage de cette culture coloniale, et au sein de la police il a pu exister aussi des crimes coloniaux. Quand il y a eu les Algériens qu'on a jetés dans la Seine, c'était un crime qui a été perpétré effectivement par Maurice Papon, préfet de police, ancien vichiste à l'époque. Lorsqu'on a tiré à vue sur des Guadeloupéens en 1967, c'était aussi des crimes coloniaux. D'ailleurs, ça a été consacré sacrée défense jusqu'en 2017. On n'a toujours pas de nouvelles à ce sujet. Il y a des crimes qui ont été des crimes perpétrés par un État qui, à l'époque, est un État colonial. Donc, on peut rapprocher sur le plan juridique d'un État raciste, puisqu'il y a eu des lois racistes, le Code noir sous la royauté, le Code de l'indigénat sous le colonialisme. Donc, la France, notre pays, notre France, a été un État raciste. C'est encore tout vieux, ça fait pas un siècle. Donc, ces choses-là arrivent dans notre époque et on les prend de plein fouet, surtout quand on arrive dans des quartiers où il y a des policiers qui, pour certains, ont cet héritage colonial-là, et d'autres jeunes de quartier qui aussi ont cet héritage parce que les peuples ont une mémoire. Quand vous avez peut-être un arrière-grand-oncle qui a été tué le massacre de Tiroy parce que effectivement il demandait à être payé, etc. Enfin, ces choses-là en fait ne disparaissent pas. Les peuples ont une mémoire. Donc tant qu'on n'invite pas les uns et les autres à s'interroger sur ces choses pour reconnaître le passé qui a été mauvais, ou alors dégager des pistes de réflexion pour travailler à avoir effectivement un climat apaisé dans les quartiers, mais sans oublier ce qui s'est passé, on n'y arrivera pas. Quand Macron dit que oui, on va rien oublier de notre histoire, mais pour ne rien oublier, il faut déjà parler de ce qu'on ne sait pas. Voilà. Et c'est ça, en fait, le racisme. En fait, le racisme, c'est une invention, c'est un mensonge qui vient de là. Et ça arrive dans nos quartiers. C'est ce qui crée la polarisation entre les jeunes et la police, en fait. Pour répondre au monsieur qui vient de parler, il y a pas une question. Bouge pas, Saïd, bouge pas. Gabal te répond. Oui, pour répondre à une question il faut quand même expliquer le contexte des Tchétchènes, parce que les gens ne connaissent pas très bien ce peuple. C'est un peuple qui faisait partie de la fédération, qui fait partie de la fédération de Russie. Donc c'est un peuple qui a été colonisé, il ne faut pas l'oublier, parce que les Russes sont arrivés par la force. C'est un peuple qui a été martyrisé. Il y a eu 300 000 morts. Un Tchétchène sur 3 a été tué. C'est un peuple qui a combattu avec le minimum de moyens face à l'armée russe, qui est quand même une des plus puissantes. Pardon, je suis obligé de te couper, mon Gabal, parce que j'ai la pub là. Bon. Nabil va m'engueuler après. Merci en tout cas, Saïd. Restez bien avec nous et rappelez-nous si vous le souhaitez, 01 40 33 9000. On se retrouve juste après la pub, les amis. À tout de suite.
Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Oui, pardon, Gamal, pour le Tchétchène. Christophe, je donc fini pour expliquer, s'il entend. Et surtout, c'est un peuple qui a une culture qu'on appelle la culture de la vendetta. Quand vous tuez un Tchétchène, il y a tout le village qui débarque. Et ça ne s'arrête jamais. C'est pour ça que la guerre en Tchétchénie a duré. C'est parce que le principe de la vendetta est très installé là-bas. C'est un principe qu'on a trouvé aussi chez les Mongols, qu'on trouve un petit peu dans les régions des steppes arides, qui consiste à dire que quand vous touchez un membre du clan, parce que c'est des clans quand on parle, c'est pas des tribus, c'est des clans. Si vous touchez un membre du clan, vous devez le venger. Et ça peut durer des générations. Alors, imaginez là, il y a un jeune de 14 ans qui s'est battu contre un jeune de quartier. On ne sait pas s'ils sont maghrébins d'ailleurs, mais essentiellement, ça doit l'être parce que c'est une grande immigration maghrébine dans le sud de la France. Eh bien, les Tchétchènes, ils ont fonctionné comme toujours, en clan, en système clanique. Et ils sont arrivés des quatre coins de quasiment d'Europe pour venir se venger, avec évidemment un message qui n'est pas bon, parce que ça donne le sentiment que c'est un problème interethnique, alors que c'est juste un problème d'honneur pour eux, et puis de l'autre côté, un problème de petites bagarres de rue pour les jeunes de quartier, c'est tout. Bon, est-ce que notre Philippe National... C'est pas les mêmes codes. Hein. Ouais. Philippe, est-ce qu'il va bien? Il est toujours en route? Ouais, je suis toujours là. Non, enfin, je suis statique. Au moment où je te parle, je suis à Roubaix. Pas d'excès de vitesse, hein, Philou. Hein. Événement. Hein? Pas d'excès de vitesse hein, sur la route. Hein. C'est clair. Non, mais c'est pas moi qui conduis. Ah, ok. Il est tranquille. Pour un événement. Bon, qu'est-ce que ça commente, mon Philippe, là, sur Facebook? Parce que j'ai l'impression qu'elle n'a pas des masses, là. Il y a un souci aujourd'hui. Hein. Oh non, il y a un souci. Il y a Nadia qui a réussi à envoyer quelques petits commentaires salam alaikum à tous et à toutes. Ya Gamal, ouais, ça, c'est le fan club. Encore une fois, je prends le train en route. Trop de mauvaises connexions d'ailleurs. Dans le quartier où j'habite, pour tout le monde, ça prend la tête. Elle a passé à un autre poste tout de suite derrière en disant merci Ethan de faire défiler. Christophe, bravo pour votre sang-froid et votre patience de ce matin, visiblement. Hein, tu as été patient. Ah, on a perdu. C'est bon, on t'a retrouvé. Voilà, vous m'avez retrouvé. Ouais, c'est impeccable ça. Oui. Voilà. Bon. Donc ouais, il y a des commentaires. Pour lui, les responsables sont. Ça, c'était le cordier Jérôme, mais il y a un moment. Oh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu Jérôme. Ouais, Jérôme, je te salue. Les Allah Wagbar. Les Allah Wagbar, c'est les Tchétchènes. Il faut savoir que les Tchétchènes sont Jérôme. Je te salue, Jérôme. Vraiment manqué, je suis l'émission depuis longtemps, Jérôme. Vous continuez de commenter, les amis. Essayez de commenter. N'hésitez pas. Mais partagez aussi. Hein. Voilà, il faut absolument partager cette émission. On compte sur vous, c'est très important. Partagez sur vos pages, voilà, pour que cet espace puisse être accessible de tous. La belle histoire. Oui, la belle histoire, oui. Qui, je suis sûr, à partager. Je suis impressionné par Ethan le grand Bouriaki. Alors, Ethan sans H, justement, on a voulu faire différemment. Et aujourd'hui, c'est les 1 an de Allah. Voilà. Ah, bon anniversaire. Bon anniversaire à lui. Le H a une importance particulière hein, sur le prénom. Pourquoi le H, il est muet, non? Non, mais en fait, c'est dans la culture juive, en fait, le H, en fait, symbolise le lien avec Dieu, en fait. Absolument. D'accord. Très bien. Merci pour cette précision. Bien entendu. Oui, je suis aussi docteur en religion, effectivement. Ça, chapeau. Docteur Kazi, voilà. On a maître Abina et docteur Kazi avec nous. Formidable. Bon. Je suis impressionné. On arrive bientôt, je crois, au terme de la pub. Hein. Hop, on peut avoir un petit retour, mon cher Ethan. Voilà, d'autant que Nabil nous réannonce et nous annonce qu'on est de nouveau à l'antenne sur France Maghreb 2 dans le cadre du LGF, le Grand Forum, bien entendu, tous les jours de 16h à 18h. Ça va faire presque 9 ans, les amis, que je vous accompagne au quotidien dans cette émission. Presque 9 ans. Incroyable. Ça tourne. Ouais, ça tourne. Voilà. Bravo pour ta longévité. Je suis quand même quelqu'un de fidèle en général. Dans tout domaine, d'ailleurs. Dans tout domaine. Bah oui. Nous le savons. Un petit tour du côté de l'antenne, mon Ethan. Christophe et toute son équipe. Merci, mon Nabil. Merci à toi, bien entendu. Merci à vous de nous rejoindre en nous appelant au 01 40 33. Au passage, on a 2 demoiselles, donc une de Dijon, qui prénomme Dounia.
C'est un pseudo qu'elle donne par rapport à ce qui se passe. Je pense qu'elle est du quartier. Et on a une autre qui s'appelle Linda. Alors, si tu veux prendre les deux de Linda, les deux Nancy, par contre. Donc, si tu veux Alors, prendre on va accueillir Dounia d'abord et on accueillera Linda juste après, que je salue d'ailleurs, Linda, une fidèle auditrice du LGF. Bonjour Dounia. Oui, bonjour Christophe. Bonjour. Donc voilà, je suis une fidèle auditeur de France Maghreb et j'ai entendu le jeune homme qui parlait des Grésis, qui se dit quartier du Grésis. Moi aussi, je suis du quartier des Grésis. Ça fait pas longtemps que j'habite, à peu près une dizaine d'années. Et je tenais à remercier M. Rebsamen et M. Assouni qui font beaucoup de choses pour ce quartier, énormément de choses, et qui viennent comme ça bousiller l'image de notre quartier en 2-3 mouvements depuis vendredi soir, nous donner une mauvaise image du quartier. Ça me déçoit totalement. Oui. Déjà pour beaucoup de choses, parce que Grésis, ça a toujours été l'image quartier de délinquants, de trafic de drogue. Mais le trafic de drogue, il y en a partout, parce qu'avant, j'habitais dans une campagne et il y avait de la trafic de drogue. Donc, peu importe que ce soit un quartier de trafic de drogue ou pas, il y en a partout dans toute la France. Et là, venir salir comme ça l'image, alors que la population essaye de donner une bonne image de ce quartier, de sauver nos jeunes. Et quand je vois les images et puis le fait qu'on a, donné une sale image du quartier, ça me déçoit. Parce que Dijon, on n'entendait jamais parler de Dijon, quoi. Bah oui, c'est jusqu'alors, on n'entendait pas parler effectivement de Dijon et qu'il est apparu soudainement dans les médias. Mais je pense qu'il y a une volonté parce que on est dans une période où on tente en tout cas d'instrumentaliser les débats autour justement d'un problème ethnique, d'un problème communautaire tout cela pour masquer des réels problèmes. Les problèmes sont économiques dans ce pays, soyons clairs. Le quartier des Grésis, il y a 5000 habitants qui sont marocains. Pourquoi nous, on est dans ce quartier-là, que des Marocains? Alors expliquez-moi. C'est une reconstruction, absolument. Ouais. Ça, c'est l'office de HLM en fait qui a fait du regroupement. Autant du regroupement familial, en fait, ils ont fonctionné comme ça en regroupant les familles. Donc, ça tord un peu le coup à toutes les thèses qu'on voit souvent à l'extrême droite de dire oui, mais ils se mettent ensemble, ce communautarisme. En fait, non, les gens, ils l'ont pas voulu, en fait. Non, ils ont porté. Mais ça a été une volonté gauchiste à l'époque de Mitterrand, notamment. Non, c'était avant déjà, c'était avant. Oui, mais ça s'est accentué sous Mitterrand, Gamal. Le regroupement familial, c'est 1969. 14-75. C'est quand Chirac arrive au gouvernement de Pompidou. Non, c'est après Pompidou. Regroupement familial. Oui, c'est 74-75. C'était à ce moment-là qu'ils ont monté la loi. C'est bien. Voilà, mais c'est sous Pompidou. Bah non, 74, c'est Giscard, Rudy. Non, mais c'est Giscard. Mais Pompidou, il avait besoin de travailleurs immigrés, il les a fait venir. Après, Giscard a dit, parce qu'on doit être un peu humain, il faut que leur famille puisse venir. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont fait la loi du regroupement familial, mais il n'y avait pas encore de crise. Ouais, mais c'est Chirac qui a porté ce projet, le regroupement familial, c'est Chirac. Oui, absolument, totalement. Et d'ailleurs, en fait, j'ai envie de dire par rapport à Dijon, c'est normal que ça se passe mal là-bas. Petit jeu de moi à 2 balles, mais c'est que la moutarde leur a monté au nez. Hein. À Dijon, c'est pas étonnant. Oh là. Dounia, franchement, on lui met 0 là. On lui met 0 à Bina. Les élus, M. Rebsamen et M. Assouni, ils font beaucoup de choses pour le quartier. Et le quartier revient de très 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 loin. C'est un beau quartier, je pense qu'il faut venir le voir. On viendra, c'est promis. Non, je vous assure qu'on viendra. Parce qu'il est important aussi qu'on sorte de notre confort. Hein, il faut qu'on sorte de notre confort, les amis, qu'on aille aussi à la rencontre de nos auditeurs. C'est un très très beau quartier. Oui, merci beaucoup, Dounia, en tout cas, de votre appel. À très bientôt. À voir. Linda, je crois, est avec nous, notre juriste préféré qui nous appelle de Nancy. Bonjour, Linda. Bonjour, ah, ça fait plaisir de vous entendre, chère Linda. Ça faisait longtemps. Ah bah oui, j'ai essayé tout le monde de vous joindre, mais ça ne fonctionnait pas. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Même au téléphone, il y a de la censure maintenant? Ah bah apparemment. Ah bah dites donc, c'est de mieux en mieux dans cette radio. Je vous écoute, Linda. Ça va? Bah, tout le monde va bien. Alors moi, j'entends réagir à propos sur le racisme. Oui. Parce qu'on entend beaucoup de les gens responsables de ce qui se passe dans le quartier. Attendez, bougez pas, Linda. Est-ce que Gamal, Abina ou Rudy peut arrêter de faire du bruit, s'il vous plaît? Ah, c'est pas moi. Bon, c'est Gamal alors. Non mais Gamal, je le connais, il est en train de faire 50 000 trucs en même temps. Ça fait des bruits bizarres, hein, Gamal.
Et il faut qu'on écoute Linda. En plus, elle a une super voix. Écoute. Et donc, en fait, je me demande... oui, donc, en fait, j'en ai un peu marre d'entendre ce discours-là. Pardon, hein, mais quand là, j'entendais... c'est le relent colonialiste. C'est voilà, il y a une histoire qui explique le comportement dans les quartiers. Moi, j'aimerais bien savoir dans les quartiers combien pour ma part, d'Algériens connaissent la date d'indépendance de l'Algérie. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Il y a un moment où ça commence à être un petit peu fatigant d'entendre toujours le même discours qui consiste à mettre l'État, les pouvoirs publics, la police comme les méchants, sans jamais regarder que l'ascenseur social dans nos quartiers, il s'est bloqué, et c'est pas l'État qui l'a bloqué. Ah ouais? Et idem pour je vais répondre, Gamal, parce que j'ai été mis en cause un peu là, c'est pas grave, mais... Non, mais l'ascenseur intellectuel également a été mis en cause. Qu'est-ce qu'on produit, nous, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on produit, nous, les jeunes, ici, de l'immigration? On aime nous appeler comme ça. On ne produit plus rien. Où est l'éducation? C'est moi, mais où est l'éducation aussi dans les quartiers? Ils n'ont pas de parents, ces jeunes-là. Moi, quand je vois les jeunes, surtout des quartiers, qui sont là en train de tourner en scooter, non homologué, sans casque, ils n'ont pas de parents. C'est hallucinant, comme ça. Non, mais comment ça, c'est hallucinant? C'est une réalité, Gamal, pardon, mais c'est une réalité ce qu'elle dit. L'œuf ou la poule, faut arrêter de délirer. Non, mais quand elle te dit qu'il y a des gamins de 14 ans qui traînent avec des motos dans les quartiers, c'est vrai, Gamal, je l'ai vu, moi. Mais c'est pas le problème. Ça s'appelle une si, c'est un problème. Mais non, c'est la conséquence d'un problème. Le problème, il n'est pas là. Il n'est pas un problème. On aura un problème dans nos quartiers. Tant qu'on continue à fermer les yeux et à faire l'autruche en disant le problème vient forcément des autres et pas de chez nous. Mais personne dit ça. Ah oui. Personne dit ça. Il faut répondre à ça parce que là, c'est énorme. Alors, Gamal, vas-y, réponds. Rudy, tu répondras après. T'inquiète pas. Pour commencer, c'est confondre la cause, les faits et la cause. C'est pas parce que les jeunes de quartier ne connaissent pas la date d'indépendance qu'ils n'ont pas compris qu'ils étaient considérés comme des sous-citoyens issus de l'immigration. Il n'y a pas besoin de savoir que l'Algérie est indépendante en 62 pour comprendre ça. Ensuite, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Précisément, Gamal. Oui, absolument. Et le 1er novembre, c'est la fête nationale. Et le 19 mars, c'est le cessez-le-feu. Madame Linda. Mais on les connaît, mais ce n'est pas le problème. C'est pas l'explication. Moi, j'aime pas l'explication a posteriori. Alors, il y a un type qui fait une bêtise. On va dire, ce type-là est pourri par nature et ses parents ne sont pas occupés de lui. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça marche. On vient d'évoquer une question des criminels, que j'appelle criminels, j'utilise le terme à dessein, des bailleurs sociaux qui ont concentré volontairement des populations pauvres avec des parents illettrés dans les quartiers défavorisés avec des moyens ridicules. Pour aller à l'éducation dans ces écoles, c'est des poubelles. Bouge pas, Linda, bouge pas, tu répondras, t'inquiète pas, tout le monde a la parole. Je finis. L'accès dans les éducations à ces quartiers est tellement pourri, l'éducation est tellement bidon dans les écoles qu'ils ont créé des ZEP. C'est le seul pays au monde où on a créé des écoles à 2 vitesses. Écoles pourries dans la périphérie et les écoles top à Paris. Allez rentrer dans une école à Paris pour rentrer à Louis-le-Grand, vous ne pouvez pas, il faut de l'argent. Alors, il faut habiter dans le coin. Ensuite, concernant le comportement de la police est toujours, et moi j'ai vécu dans les quartiers pendant 30 ans ou 40 ans, toujours en train, sur notre dos, à nous contrôler qu'on fasse ou qu'on fasse pas de bêtises. Ensuite, il y a du chômage, 40%, quand la moyenne nationale, c'est 10%. C'est-à-dire 4 fois plus de chômage dans les quartiers. Pour trouver un appartement et en sortir, c'est quasiment impossible. Pour être dans un bon établissement scolaire, c'est impossible. Pour avoir un emploi, c'est impossible. Donc, je veux bien entendre qui font les imbéciles sur les motos, et je le reconnais, que les délinquants sont des crétins, il n'y a pas de problème, et c'est l'œuf ou la poule. Qu'est-ce qui a généré ça? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de régler le problème en amont, c'est pas de dire en aval, il faut les taper dessus. Ensuite, des parents dans les quartiers, ils ont du courage de se battre contre tout le quartier, contre toute l'éducation scolaire dans une culture de racaille maintenant, parce que c'est une véritable culture d'éducation à la racaillerie. T'emploies les mêmes mots que le RN maintenant, Gamal, attention. Non, mais je le dis à racaillerie, c'est l'éducation ce que moi j'appelle la culture de l'échec. Il faut se mettre dans la tête d'un jeune de quartier, il sait parfaitement, il a intériorisé l'idée que jamais de sa vie, il ne sera même pas riche, il sera un travailleur, que jamais de sa vie il aura un logement et que jamais de sa vie il sera reconnu pour étant quelqu'un de respectable. Il faut se mettre dans sa tête, là, ce qui les a un peu libérés, c'est pour ça que ça me fait rire cette analyse. Ce qui les a libérés, et moi je travaille avec des acteurs sociaux de quartier, c'est l'arrivée de Uber. Uber, paradoxalement, ça les a libérés. Ils ont enfin pu travailler, ils ont enfin pu avoir de la dignité. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est la question de la dignité. On les considère comme des sous-citoyens. Il faut arrêter de dire ils connaissent pas leur histoire, c'est pas le propos. Ils savent qu'ils sont traités de la même façon qu'ont traité leurs arrière-grands-parents dans les colonies. C'est tout. Bon, Rudy. Oui, Philippe, bouge pas, tu vas intervenir. Linda, il y a Rudy aussi qui souhaite répondre. Oui, Linda. Alors, parce que soyez plus court, les amis, parce qu'il faut qu'on aille vite. Soyez plus court dans vos réponses. C'est pas. de souci. Allez, vas-y, Rudy. Oui, Linda. Donc vous mettiez en cause effectivement le fait que je disais que
en gros que j'invoquais le passé colonial, etc. Non, moi, je m'instaure en fait dans une vision sociologique pour expliquer ce qui se passe. Et je suis pas en train en fait de dédouaner en fait les jeunes de leurs erreurs. Moi, j'ai des enfants, j'ai été élevé à l'état dur, j'ai été élevé par mes grands-parents. Mon grand-père d'ailleurs a été un militant révolutionnaire de l'indépendance au Congo. Moi, j'ai été élevé à la dure et j'élève mes enfants à la dure. Si jamais il y a une bêtise, il y a une sanction derrière. Mais après, il faut expliquer les choses, pourquoi elles se passent comme ça. Et si on n'explique pas en fait d'où viennent en fait les problèmes, et ben du coup, on aura du mal en fait à gérer les choses. Lorsque vous parlez par exemple de la misère dans les quartiers, notamment d'un problème social dans les quartiers sur le plan financier, j'entends sur le plan de l'emploi. Mais lorsque par exemple il y a eu lorsque, par exemple, il y a eu l'effondrement, là, vous savez, la crise dans les années 70, bah, ça a fait frapper de plein fouet, notamment les quartiers où il y avait beaucoup de populations d'origine africaine qui y travaillaient. Et un des problèmes systémiques dans les quartiers, notamment du chômage, vient de cette époque où les parents, n'ayant plus d'argent, en fait, pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants et donc les envoyer dans des grandes écoles, etc., faire des grandes études, comme ça a été le cas pour les immigrations espagnoles et italiennes, et ben, du coup, l'ascenseur social est aussi tombé comme ça. Donc, ça veut dire que le problème, en fait, il est politique d'un côté, parce que les politiques n'ont jamais en fait développé une politique des banlieues orientée vers le développement social, mais plutôt en fait faire de l'argent en fait qui passe n'importe comment, des ravalements de façade, un petit peu de clientélisme à gauche et à droite. Le problème, il est là. Maintenant, si jamais un jeune commet des forfaits, il doit être puni. Bien entendu qu'il doit être puni. D'ailleurs, moi, le premier, si mon gamin, il fait n'importe quoi, il doit être puni. Moi, j'ai eu des problèmes quand j'étais jeune. J'ai pas été un grand délinquant, heureusement pour moi. Mais vous croyez que j'aurais pu regarder mes grands-parents en face et leur dire non, mais méritez pas, c'est de la faute de l'État, etc. Non, on a des droits et des devoirs. C'est ce qui relève effectivement de la citoyenneté. Avant de demander effectivement des droits, il faut s'acquitter de ses devoirs. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut expliquer d'où viennent les problèmes si on veut travailler à des solutions concrètes. Alors, Linda, avant de laisser la parole à Philippe dans un instant. Bouge pas, mon Philippe, t'inquiète pas. J'ai bien compris que tu voulais t'exprimer. Rapide, Christophe. Oui, rapide, on a connu pire. J'ai fait 30 secondes. Oui, bien sûr, oui. Linda. Rien que d'appeler de ses voeux une politique pour les banlieues, on contribue nous-mêmes en fait à la stigmatisation des banlieues. Premièrement. Deuxièmement, on cite nos parents, c'était il y a 50 ans, on est en 2020. Donc l'accès à l'école, je veux dire, il y a un moment, il faut aussi regarder, à moins qu'à Paris, ça soit un microcosme. Moi, je suis pas de Paris, donc voilà, mais à moins qu'à Paris, ça soit un microcosme entre les quartiers parisiens et l'élite parisienne, nous, en province, on a aussi des quartiers. Il y a aussi des difficultés dans les quartiers. Mais on est en 2020, on peut sortir des quartiers, on peut trouver un logement tout à fait décent. Qui n'est totalement faux. Dans une barre. Donc, on est bien d'accord, ça reste très un problème parisien ou un problème de grande métropole. Mais ailleurs, c'est possible. Deuxièmement, on parle de l'aspect social, mais le premier cercle de socialisation chez les enfants, c'est la famille. Je veux dire, à partir du moment où effectivement, dans les familles, on inculque la culture mais de toute façon, on est des sous-citoyens, et puis de toute manière, tu pourras pas aller dans les grandes écoles, et puis de toute manière, si tu travailles pas bien, non, je veux dire, il y a un moment, on est en 2020, nos parents... Non, mais personne n'a dit ça. Hein. Ici, personne n'a dit ça aux enfants, c'est un fait. C'est un fait. Mais nous, nos parents sont venus ici pour nous permettre d'aller plus loin. Non, mais je suis d'accord, mais personne n'a dit ça. Attendez. Il y a la réalité familiale et la réalité de l'extérieur. On est dans un débat en même temps. Philippe. Il peut en placer une quand même, Philippe. Hein, vas-y, Philou, vas-y. Bon, alors pour répondre à Linda, déjà, merci Linda d'apporter une autre vision, d'apporter votre vision et d'apporter votre pierre à l'édifice au débat. 1er novembre 1954, le début de la guerre d'Algérie qui se termine par le cessez-le-feu, proclamation du cessez-le-feu, 19 novembre 1962 exactement. 19 mars. Excuse-moi. Voilà, alors, donc c'est pour ça que la fête nationale, c'est le 1er novembre. Le 5 juillet 1962, déclaration de l'indépendance, et c'est pour ça que c'est la fête de l'indépendance et de la jeunesse, un seul héros, le peuple. Voilà, c'est pour vous donner quelques historiques, puisque visiblement, nous, on ne connaît pas notre histoire. Je peux vous citer plein d'histoires et plein de dates, y compris des dates norvégiennes. Bon, ceci dit, Linda... Elle n'a pas dit ça, Linda. Elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit que vous ne connaissiez pas votre histoire. Non, attends. Vas-y. Je peux terminer. Merci, parce que j'étais patient. Bouge pas, Linda, bouge pas. Bon, il y a qui termine. Maintenant, Linda, j'ai entendu le discours de la pleurniche, la victimisation, on a souffert, blablabla. Alors moi, je vais prendre un fait concret, un fait réel, Linda. Je m'appelle Philippe, je m'appelle aussi Nadji. Linda, lorsque j'envoyais des CV au nom de Nadji, des CV,
beaucoup moins fournis que ceux de Philippe. Nadji ne recevait jamais de réponse, même pas une réponse négative. Alors que Philippe a toujours une réponse. Et lorsque je me présentais à un emploi, comme vous avez remarqué que j'avais une peau qui réceptionnait mieux le soleil que pas mal d'autres personnes, bien. Eh ben, on dit il est mignon, celui-là, il est dans la Réunion, il vient des îles, il est métis, il a un peu de blanc, donc il est très sympa. Et donc, j'étais jugé, en fin de compte, par rapport à mon apparence. Et quand je leur disais, ouais, vous savez, je suis un petit peu un franco-algérien. Dès que je disais algérien, épidermique. Donc, certes, j'entends ce que vous dites, mais on a dû travailler 10 fois plus que les autres. Et si je ne m'appelais pas Philippe, j'aurais été comme beaucoup d'entre nous en train de frotter les murs parce qu'on ne m'aurait pas donné ma chance. Voilà la vérité. Conclusion. C'est que de dire ça. C'est la réalité. Ouais. Linda, conclusion. Oui, pardonnez-moi, vraiment, et c'est vraiment pas, c'était pas contre vous, genre vous connaissez pas l'histoire. Je parlais de ces jeunes-là, premièrement. Deuxièmement, excusez-moi Philippe, avec tout le respect que je vous dois, pardonnez-moi, mais dans un débat, un exemple, ça fait pas un argument. Donc moi aussi, j'en ai plein des exemples. J'en ai plein. Moi, je m'appelle Linda, mes parents sont analphabètes, je viens d'un quartier populaire, et à l'heure d'aujourd'hui, je suis juriste, j'ai réussi à obtenir un master en droit. Vous êtes une femme qui s'appelle Linda. Mais vous êtes une femme qui s'appelle Linda. Mettez la même chose version A, mais à mon avis, ça fait une différence. J'ai envoyé 130 CV. 3 réponses négatives, le reste, le mépris. J'ai jamais pu travailler dans une entreprise parce qu'on ne veut pas un type qui est d'origine maghrébine. Ça ne constitue pas un argument au débat. Comment? On n'enrichit pas le débat. Un exemple, ça ne constitue pas un argument dans un... C'est pas l'exemple, non, c'est une généralité. Je peux tout mon quartier. Donc, tous les mecs, sans exception. Tous les mecs du quartier, sans exception. Alors laisse-la terminer quand même. Avec ou sans diplôme, c'est quand même énorme ce baratin. Et moi, je suis diplômé. Hein. Non, mais elle a raison sur certains points. Laissez-la terminer, s'il vous plaît. Dans un débat. Et moi, je dis juste qu'il est peut-être temps aussi qu'on regarde les problèmes des quartiers, comme vous les appelez, ou des banlieues, et du racisme qui sévit sous le prisme des habitants de ces quartiers-là. Et non plus sous le prisme de l'État ou de la police qui n'a pas fait. Regardons plutôt qu'est-ce qui a déconné dans le premier acte de socialisation des enfants pour qu'un gamin de 14 ans et se mette martel en tête qu'il ne mérite pas de réussir et qu'il est un sous-citoyen. C'est énorme d'entendre ça, c'est le contraire. Linda. Les parents ont cru à l'assertion. C'est pas vrai. Chère Linda, c'est le contraire. Chère Linda, il y a quelque chose qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'en fait, il y a un déterminisme social qui n'est pas forcément la panacée. Je suis d'accord avec ça, c'est vrai, mais nous, en fait, on décrit des choses qui sont documentées. Hein, je veux dire, elles sont pas sorties en fait de l'esprit de l'arabe du coin pour pouvoir caricaturer facilement. Non, c'est des choses qui sont documentées par des personnes de bonne foi. Elles sont documentées, elles, si vous voulez, elles suivent le ressenti que l'on peut avoir. Il y a par exemple, dans les quartiers, vous allez avoir des gens qui vont avoir un sentiment d'insécurité. Eh ben, il y a d'autres, ils vont avoir le sentiment du racisme, qui s'appuie sur des réalités. Quand on parle, par exemple, quand je dis par exemple que les peuples ont une mémoire, quand vous prenez une famille qui est descendante, par exemple, de certains qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, sans pour autant qu'elles aient vécu ce qui s'est passé, elles sentent en fait qu'il y a un héritage dans la famille qui est lourd par rapport à ça. Moi, je parle d'abord de ces choses-là. Maintenant, après, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément des déterminismes, mais dans la mesure où vous en êtes sortis, mais vous en êtes sortis parmi d'autres qui ne se sont pas sortis. La réalité, c'est que ce racisme, en fait, qui s'est inscrit ensuite dans le fonctionnement, malheureusement, de certaines institutions et qui fait qu'il y a des inégalités territoriales qui existent, effectivement, et qui se joignent à d'autres réalités qui sont plutôt, on va dire, ethniques, etc., ne permet pas à certains de s'en sortir autrement que s'ils ont une grande volonté de pouvoir s'en sortir, ce qui a été le cas. Et par exemple, vous dites que... Juste une dernière phrase. Lorsque, par exemple, vous dites, Linda, que l'exemple ne fait pas un argument, je suis désolé, un exemple, c'est un argument, puisque l'exemple, c'est la réalité. La réalité argumente d'elle-même. Moi, je suis un jeune qui connaît des situations de délinquance. Si, ça fait partie du débat. On argumente avec ce qu'on a. Ce qu'on a, c'est son vécu. Moi, je suis un jeune qui, à un moment donné, a pu... T'es un jeune. Oui, fini, la jeunesse pour toi. J'ai 37 ans, mais quand j'avais 20 ans, j'ai pu dériver. Ce qui m'a permis de m'en sortir, c'est l'éducation, c'est tout un tas de choses, etc. Mais si je n'avais pas eu ça, et si j'avais pas eu la volonté de m'en sortir, je connais, mais je sais pas, enfin, et c'est du vécu. Il y a la plupart des jeunes autour de moi, beaucoup ne s'en sont pas sortis. Mais c'est pour ça que je vous dis, c'est une question aussi de volonté. Il y a des personnes qui ont moins de volonté que d'autres et qui sont pas aidées par le système. C'est ça la réalité. Moi, je voudrais rajouter une chose, puisque soi-disant. Après, on va conclure parce que vous savez que. L'argument Linda qui est singulier.
qui est singulier. C'est une femme arabe et c'est vrai qu'on sait que les femmes sont plus acceptées que les hommes. Ça, c'est une certitude, c'est sociologique. Ensuite, 4 fois plus de chômage dans les banlieues que dans le reste de la France, c'est une réalité économique. Ça n'est pas un argument singulier. Maintenant, un exemple très symptomatique. On ne parle même pas des Algériens tellement ils sont détestés en France. Mais on va sortir de ça. Combien d'hommes politiques arabes a émergé en France depuis 50 ans? Des femmes, il y en a eu un paquet. Hein. Comment? Non, je parle politique. Il ne compte pas, lui. Il s'est délavé à un niveau. Mais on va le compter. Azouz Begay. Oui, non, il a été viré. Les femmes, on ne les compte plus. Et il y en a eu des dizaines. Des hommes, zéro. Rien. On a Rachida Dati qui est très très haut maintenant. On a eu tout un tas de femmes arabes. Ramaya, de côté Afrique. Ramaya, tellement. Alors que les hommes, il n'y en a quasiment pas. Les rares qui sont arrivés ont été virés immédiatement. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport à l'homme arabe qui est très délétère. Ensuite, de dire les parents sont responsables, je n'accepte pas cette facilité. Parce qu'il y a des parents responsables, évidemment. On ne peut pas l'écarter. Mais tous les parents ne pensent qu'à une chose pour les enfants, c'est le bien-être, la réussite et la réussite par l'école. Parce qu'ils y ont cru. C'est pas les parents qui leur inculquent aux enfants, vous êtes des ratés, vous réussirez pas. Quand ils vont dans une école où il n'y a pas de prof pendant 6 mois, quand ils se font contrôler 10 fois avant d'aller à l'école, quand ils se font emmerder par rapport à l'emploi parce qu'ils n'ont pas l'emploi d'été, quand ils zonent dans la cité parce qu'il n'y a pas d'activité, quand ils savent que 40% de chômage est garanti, qu'ils n'auront pas de travail, quand ils savent qu'il n'y a aucune chance de trouver un logement au centre-ville, je parle de Paris par exemple. Ça, c'est des réalités sociologiques qui ne se discutent pas. Après, de dire, moi, j'ai réussi parce que, soi-disant, je serai meilleur que les autres, ça, c'est insupportable. Vous avez juste réussi parce que vous avez de la chance. C'est pas ce qu'elle a dit, non, mais ça se donne sentiment. Ouais, mais c'est pas ce qu'elle a dit. Non, il y a un jugement sous-jacent de valeur, je le dis. Hein. Elle dit qu'elles sont les sorties parce qu'elle a des qualités que les autres n'auraient peut-être pas. C'est pas un argument, parce que du coup, si on confronte les exemples. Comment? Qu'est-ce qu'il est par argument? Non, mais en même temps, Linda, vous avez donné votre expérience comme un argument. Mais vous êtes fou, quoi, laissez-la parler. Oh, non, on est pas cette domination masculine, là, oh. Il y a même le droit de s'exprimer dans cette émission. Linda a donné Linda a donné son exemple personnel comme étant un argument. Elle se contredit, je suis désolé. Ah oui. Linda, ne vous laissez pas impressionner par les mâles. Non, mais elle est singulière. Non, mais laisse-la parler, Gamal. Bon pour les autres. J'étais en train d'expliquer qu'un exemple n'est pas un argument. Vous m'avez contredit. Vous. Dans ce cas-là, confrontons les exemples. Moi aussi, je peux me poser en exemple. Dans ce cas-là. Vous l'avez déjà fait. Non, vous l'avez déjà fait. J'ai parlé de ma situation. Moi, tout ce que je dis, c'est qu'à un moment, il va aussi falloir penser à regarder de l'autre côté. Il va falloir creuser. Non. Il faut regarder des deux côtés. Il faut regarder des deux côtés les responsabilités. On n'a plus le temps. Stop. Merci. Linda, les responsabilités sont toujours partagées. C'est comme dans un couple. Qu'est-ce que vous comprenez? Il n'y a plus le temps. Les deux sont responsables. Encore faut-il reconnaître les nôtres pour qu'on puisse. Linda. Mais moi, je les reconnais. Je les reconnais. Il n'y a pas de souci. C'est pas possible, hein. Je peux pas faire la loi dans cette émission. Linda, merci beaucoup. Je suis désolé parce que le temps passe vite. Ce fut très très intéressant. Merci Linda. On sera amené à en reparler, Linda. Mais désolé, hein, parce que vous avez compris que les mâles veulent toujours dominer la femme. Ça, c'est bien connu. Merci beaucoup. C'est pas vrai. Merci. Vous laissez pas parler des femmes. Vous êtes des machos. Voilà. 12 ans. Ils l'ont retourné. Christophe, 12 ans de mariage, je me suis marié à 25 ans, ma femme jamais elle pourrait te dire que je l'ai dominé. Hein. Non, pas chez moi. Non, t'as même battu. Merci Linda, je vous embrasse en tout cas moi. Merci Linda, franchement c'était bien. Bah oui. Allez, on a. Les amis, il y a des auditeurs, ils veulent s'exprimer, ils veulent parler. On laisse parler le peuple. Voilà. Karim, il nous appelle. Linda, elle a eu plus de temps que les autres. Hein. Karim. Oui, bonjour. Bonjour Karim. Impose-toi mon ami. Impose-toi dans la fosse. Alors, je voulais justement reprendre la dame, je suis complètement pas d'accord avec ce qu'elle a dit. Pour mon exemple personnel, mes parents étaient des gens très sympathiques et bien élevés. Malheureusement, j'ai été quelqu'un de très méchant qui faisait beaucoup de bêtises. Pourtant, j'en ai goûté des coups de ceinture. Faut savoir que dans les cités, on nous met les profs les moins expérimentés, les policiers les moins expérimentés. Ça, c'est vrai. De vers chez moi, les assistantes sociales ne sont plus... Il n'y a plus d'assistantes sociales. Donc ce que la dame dit, c'est complètement faux. Moi, pour un exemple, puisqu'on parle d'exemple, tous les hommes, enfin les garçons qui étaient avec moi en troisième, allez, sur une quinzaine de garçons, il y en a peut-être 10 qui ont été incarcérés, qui ont eu des problèmes avec la justice, c'est sûr. Donc, faut pas dire que l'exemple fait la généralité, c'est réel, ça existe. Donc, ce que dit la dame, c'est un tissu de bêtises, sans vouloir lui manquer de respect, bien entendu. Mais il y a des réalités qu'on peut pas nier. Elle peut juste se pencher sur le rapport du défenseur des droits, puisqu'elle est juriste, qui est sorti il y a pas longtemps. C'est incroyable ce qu'on y lit. Donc, moi, je m'excuse. Bon. Et rapidement aussi. Oui, rapidement, parce qu'il y a la pub. Vas-y.
Dijon, c'est passé à Dijon, comme le mec la personne a raconté là, sans intervention de la police, au bout de 2 jours, c'est normal que les mecs sortent les armes automatiques et veulent se défendre. Je suis désolé. Merci Karim, merci de ton appel. On se retrouve dans un instant avec le quiz. Ce fut super intéressant et je remercie les auditeurs de reprendre leur place initiale qui est la leur, en tout cas, de pouvoir s'exprimer et d'utiliser ce numéro de téléphone à leur disposition. À tout de suite pour le quiz et pour terminer tranquillement cette émission. Ce fut riche et très intéressant. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Hey, il a envoyé le jingle, il t'a pas attendu, Philippe. Ethan, ça y est, il est au top. Je te dis, ça y est, t'es foutu. Moi, j'ai un décalage. Ouais, bah, t'es foutu. Il est bon, il est bon, notre Ethan. Il est énorme. Ah oui, il est vif. Il nous met tout à l'écran en même temps et là, c'est parfait. Il est très vif, hein. Il est vif, hein. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, c'est intéressant. Oui, t'es le nouveau Jean-Jacques Bourdin, Christophe. Pourquoi les auditeurs ont la parole. Non, mais attends, je t'explique. Les auditeurs ont toujours eu la parole dans cette émission. Voilà. Il se trouve que parfois, ils n'arrivent pas à l'avoir parce que vous êtes tellement bavards, les mecs. Hein non, on va pas me laisser parler. On n'est pas bavard, on est éloquemment investi et engagé sur ces questions avec bien le cœur. entendu. Non, mais c'est très, très intéressant. Et c'est aussi intéressant d'entendre ce qu'a à nous dire Linda. Vous savez que c'est pas un argument, enfin, c'est pas ce qu'elle nous dit aujourd'hui à l'antenne. C'est pas isolé. Il y a aussi beaucoup de gens qui pensent ainsi. Et voilà, et confronté. Il y a Janet Bougram, il y a Linda Kebab. Non, je déconne. Non, mais non, Philippe, arrête. Rigole. Ah non, faut être honnête. Il a raison sur un point. Christophe, faut être très clair. Moi, j'aime pas quand on mélange l'incendiaire et le feu. Si une forêt brûle, c'est pas la faute du feu, c'est celui qui a mis le feu. Je te jure, je vais inviter Jean Messia à venir débattre avec toi. Toi, cherche-moi, tu vas voir. Mais pourquoi tu veux inviter? Non mais on va le faire sur le page Christophe Le Grand Forum parce que le directeur de la station, et je respecte parce que c'est quand même lui le patron, ne veut pas accueillir des gens du Front National et je peux l'entendre. Le directeur ou le président? Le président. C'est Rassemblement National maintenant, donc. Oui, c'est Rassemblement National. La route nationale vers le FN. Mais je suis sûr qu'il viendrait, hein, Jeannot. Hein. Ouais, il viendrait. S'il vient, il va en prendre plein. Mais non, mais il faut y aller en paix, mon gamin. Non, toujours en paix. Moi, je détruis les gens en paix. Philippe. Guylaine, elle nous dit, oui, c'est vrai, vous n'écoutez pas les mecs. Elle a dit Gamal, vous n'écoutez pas les femmes, c'est ça? Non, elle a dit non, nous tous, elle nous parlait de nous tous. Ouais, voilà, vas-y. Qu'est-ce qu'elle a dit? Guylaine a dit, oui, c'est vrai, vous n'écoutez pas les mecs. Alors, vous n'écoutez pas ce qu'elle a à vous dire. Ben non, on a tellement écouté qu'on a argumenté. Non, on a écouté. Ouais. On a écouté, mais après, ce qui était énervant, c'est pas ça. Il y a une chose qui n'est pas normale qu'elle a dit. Elle n'a pas arrêté de dire vos exemples sont pas des arguments. Ça, c'est intolérable parce qu'elle a que son exemple à elle. Nous, on parle d'un exemple sociologique de quartier avec des chiffres nationaux. Donc, quand on dit moi j'ai réussi, mais eux ne réussissent pas, donc non, son exemple à elle n'est pas un argument. Elle est toute seule dans sa petite tour. Le reste, surtout, elle est en pleine contradiction puisqu'elle dit votre expérience n'est pas, ça fait pas la panacée en gros, mais elle s'est pourtant placée sous ce registre-là. Linda, c'est une fidèle auditrice qui m'écoute depuis longtemps. Non, pas de problème pour ça. Elle continue parce qu'il y avait quand même un peu de fond quand même dans la discussion. C'était bien, il n'y a pas de souci. Hein. Non, mais parce qu'elle est au téléphone, vous avez la puissance des micros, mais quand on va aller les voir, et franchement, ça m'a donné une idée. Il faut qu'on parte sur le terrain. Non, mais il faut qu'on parte sur le terrain, mon Fifi. On va aller sur le terrain. Mais tu sais, là, on est aussi au micro, hein, quelque part. Hein, directement des habitants. S'il faut qu'on aille à Dijon pour aller s'imprégner de la réalité des choses, on va y aller. C'est pas loin. Hein. On prend la bagnole, c'est vite fait. Hein. Ouais, mais le truc, tu sais, Christophe, il faut être clair sur un point aussi, sur un débat comme ça contradictoire. C'est que, au-delà même du fait que ce qu'elle dit peut être discuté, ce qui n'est pas acceptable, c'est qu'elle dise oui, moi j'ai réussi, je suis avocate, enfin je suis juriste, c'est bien, mais elle parle à 3 personnes qui ont réussi aussi. Donc ça veut dire que sa réussite n'est pas meilleure que la nôtre. Moi, chef d'entreprise, pareil pour Rudy ou Philippe, on a tous réussi. Donc, ça veut dire que notre exemple est encore plus fort parce qu'on est capable de dire, du haut de notre réussite, qu'il est quasiment impossible de réussir. C'est très difficile. D'autant plus qu'on est passé par la difficulté des quartiers, mais pas en rasant les murs, quoi. Je veux dire, moi, je n'étais pas non plus un gros bonnet ou un gros délinquant, mais ma vie. Remets-nous le son de la radio parce que je crois que ça ne va pas tarder là. Moi, ma jeunesse, elle a été malheureusement impactée par la réalité des quartiers, donc voilà.
C'est pareil. Un petit tour par là. Qu'est-ce qui se passe? On reprend l'antenne ou pas encore? Ethan, mets-nous le son. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Mais on m'avait coupé le micro, donc on est en direct. Hein. Bah super, merci mon Nabil. Ça va? Les auditeurs ils sont cool aujourd'hui. Hein? Oui, ça va. Il reste moins de 5 minutes pour le quiz. Ah, vous aimez bien me mettre la pression avec vos minutes, c'est un truc de fou quand même. Hein, quand même, j'ai un certain point dans cette radio. Si j'ai envie de dépasser, je dépasse. Non, je plaisante. Alors, quelques questions les amis, pour terminer. Nabil, reste là. Oui, je suis là. Allô? Je suis là. Ouais, Jed, il est où? Bon, Nabil. Ouais. Je suis là. Allô? Oui, Nabil. Je te demandais, Nabil. Voilà. Oui, je suis là, moi. Ok. Ça va être compliqué. Alors, quelques questions à vous poser en rapport avec l'actualité. Quel candidat à la mairie de Paris a annoncé vouloir passer la limitation Hidalgo à 30 km/h dans Paris et à 5 km/h sur le boulevard périphérique et elle n'a même pas. Non, Hidalgo. Attendez, laissez-moi terminer. Elle a même éventuellement émis l'idée de pouvoir mettre des passages piétons sur le boulevard périphérique. Hidalgo, je l'ai dit. J'ai bien entendu, je l'ai dit. C'est moi qui l'ai dit. Hein. Oui, c'est Rudy. C'est Rudy. Hein. D'accord. D'accord, on n'entend pas très bien. 50 km/h sur le boulevard périphérique, 30 km/h dans Paris, et elle a dit que d'ici 2024, plus de véhicules diesel dans Paris. Et avec ça, dès le début, les Parisiens, vous êtes. Christophe, on t'entend pas bien. Hein. Ouais, il y a du bruit ambiant. Mais je sais pas chez qui il y a du bruit. Philippe. Chez qui il y a du bruit là? Chez moi, excusez-moi, on est à une veillée. S'excuse. Ok, très bien. Deuxième question. Notamment avec deux, mais il y a encore du monde. Deuxième question. Quel pays a indiqué être extrêmement inquiet concernant le retour du Covid-19? La Chine. La Chine, bien joué. Et Pékin, d'ailleurs, vient d'annoncer fermeture de toutes les écoles et n'exclut pas de reconfiner toute la ville de Pékin. C'est ce qu'a annoncé les autorités chinoises. La Chine, effectivement, qui s'inquiète du retour du Covid-19. Qu'est-ce qui est maintenant, finalement... Alors, attendez. Allez. Ah oui. Qu'est-ce qui est finalement de nouveau autorisé selon le directeur de la police? Le manifester. Non, c'est Philippe qui l'a dit. Le placage ventral pour étouffement. Non, la clé d'étranglement. Oui, c'est ça. Un tant soit peu interdit par Castaner. Et le directeur de la police a annoncé que finalement, pour l'instant, c'était maintenu. On peut continuer d'étrangler tranquillement les gens. Voilà. Bah, en réalité, ils n'ont jamais cessé. Ils ont juste dit que ce serait plus enseigné dans les écoles. Hein. Bien sûr. Quel parti politique a été condamné à 18 750 000 € d'amende? Rassemblement national. Modem. Non, c'est Philippe qui l'a eu. Il s'agit du Front National. Ça remonte à 2012. Donc condamné à 18 750 € d'amende pour recel d'abus de biens sociaux dans le cadre des législatives de 2012. Et d'ailleurs, sa chef de parti a été elle aussi condamnée pour d'autres affaires. Donc on voit que ce parti qui ne cesse d'argumenter en dénonçant les affaires des différents partis, eh bien, elle n'est pas exclue, elle aussi. Quel monument se prépare à réouvrir le 25 juin prochain? Le Puy du Fou. Le Philippe qu'il a eu, la Tour Eiffel. Effectivement, il l'a eu. C'est moi. C'est toi. Mais c'est malade, l'autre il a dit le Louvre, l'autre il a dit Puy du Fou. Le Louvre, ouais, bah, moi j'en 45 secondes. Ok, Nabil, ne me mets pas la pression comme ça. La question. Un Américain de 70 ans, atteint du Covid-19, a été hospitalisé, écoutez bien, pendant plus de 2 mois. Et à la sortie de son hospitalisation, il a reçu une facture. $1 million. Exactement, Philippe, $1 million. Elle fait 23 pages de facture pour cet Américain, effectivement. Bon, je vous salue parce que l'antenne, c'est l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Rendez-vous demain. Merci Gamal, merci Rudy, merci Ethan. Merci beaucoup Philippe. Merci beaucoup Ethan. Merci Nabil. Merci fils. Salut à tous. Et à demain 16h les amis.
Salut Philippe. Ciao, ciao. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2.